L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Harel s'apprête à recevoir une bénédiction qui lui attribuera une classe. Ses parents sont extrêmement nerveux pour lui et espèrent qu'il recevra les compétences les plus puissantes. Dans ce monde, lorsqu'une personne atteint l'âge de 10 ans, une déesse lui attribue une classe lors d'un rituel de bénédiction. Le premier enfant s'avance et commence à voir des flammes, il sent l'odeur du fer et a une vision d'un marteau. Cela signifie qu'il a reçu la classe de forgeron. La sœur d'Harel lui rappelle que la lignée joue un rôle important dans l'attribution des classes, ce qui est une bonne chose pour Harel, car sa famille est célèbre pour ses classes. Tout le monde l'encourage lorsque vient son tour, et les gens chuchotent à propos des parents d'Harel. Son père est l'archimage Léon, et sa mère est connue sous le nom de princesse épée Farah. Ils ont tous deux des classes avancées, donc les attentes sont élevées pour Harel. Harel ferme les yeux pour se préparer à la bénédiction, mais il ne voit rien. Le prêtre est complètement déconcerté et choque tout le monde en révélant qu'Harel doit être sans classe. Plus tard, Harel s'entraîne et ses parents lui disent de ne pas s'inquiéter. Il est vrai qu'il est sans classe, mais ses parents lui disent qu'ils continueront simplement à travailler après l'âge de la retraite, afin qu'Harel n'ait pas à trouver un emploi. Son père lui assure également que tout ira bien et qu'il n'aura même pas à penser à se suicider. Harel n'aime pas entendre ce genre de discours et explique à ses parents qu'il n'a pas l'intention de vivre éternellement à leur crochet. En fait, Harel n'est pas du tout perturbé par cette nouvelle, car il s'entraîne au maniement de l'épée depuis son plus jeune âge. Bien sûr, la vie aurait été beaucoup plus facile pour lui s'il avait obtenu la classe d'épéiste et toutes les compétences qui vont avec, mais Harel n'abandonne pas. Il croit au pouvoir du travail acharné, et le travail était vraiment difficile, car la mère d'Harel ne lui a jamais facilité la tâche. Même sans classe ni compétences particulières, Harel est sûr qu'il réussira. Sa famille se laisse emporter par son enthousiasme cette fois-ci, alors Harel se rend au terrain d'entraînement. Là, quelques enfants s'affrontent, et l'un d'eux fait remarquer que le fait d'avoir des compétences donne l'impression que son corps bouge tout seul. Les gamins se demandent ce que fait Harel, qui n'a pas de classe, alors Harel explique qu'il est simplement là pour s'entraîner comme tout le monde. L'un des enfants snob fait remarquer qu'ils ne s'entraînent pas, qu'ils sont déjà des épéistes grâce à leur classe et qu'ils sont seulement là pour vérifier leurs compétences. Alors qu'Harel les regarde se battre, il explique que la première compétence que les épéistes apprennent est le maniement de base de l'épée, ce qui suffit à transformer des enfants normaux comme eux en combattants très compétents. Harel doit s'entraîner contre l'un d'entre eux, mais les enfants rient de sa demande. Il souligne qu'Harel n'a pas de classe, donc il n'aurait aucune chance contre eux. Harel insiste, alors les enfants, agacés par sa confiance, acceptent son défi. Avant de commencer, cependant, il vérifie d'abord qu'Harel bénéficie de la protection divine. La protection divine est une autre bénédiction reçue de la déesse, mais celle-ci est accordée à tout le monde à la naissance, contrairement aux classes. La protection divine est comme une toile transparente qui protège le corps et absorbe les dégâts, cependant, trop de coups peuvent l'épuiser. En plus de cela, les gens ressentent toujours une certaine douleur. Le gamin est content d'apprendre qu'Harel bénéficie de la protection divine, car cela signifie qu'il peut le tabasser sans le tuer. Harel dit au gamin de se préparer à la même chose, mais ce voyou en a assez de la confiance d'Harel. Il lance la première attaque, mais est surpris quand Harel tient bon. Bien sûr, le gamin continue d'essayer, mais il n'arrive à rien, alors son ami lui dit d'arrêter de s'amuser. Le gamin essaie encore et encore, mais Harel le bloque à chaque fois, alors le tyran dit à son ami qu'il devrait s'allier contre Harel. Les gamins sans caractère l'attaquent en même temps, mais notre garçon Harel aime les défis. Sa mère, la princesse épéiste, a toujours été trop forte pour lui, alors Harel est soulagé de s'entraîner avec d'autres qui sont au même niveau que lui. Harel remarque que les enfants ne sont pas bien coordonnés, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour travailler en équipe. Il semble que ces garçons ne représenteront finalement pas un grand défi, alors Harel décide d'en finir. Il élimine facilement l'un des enfants, et lorsque le second se met en colère, il l'élimine également. Harel déclare victoire, mais les enfants refusent de l'accepter. Ils décident tous de recommencer, mais un épéiste roux les en empêche. Il leur fait remarquer que leurs ennemis n'accepteraient pas de telles plaintes sur un vrai champ de bataille, et que les vrais épéistes savent qu'il ne faut pas se comporter ainsi. L'un des enfants est prêt à se battre contre lui aussi, mais les autres expliquent que ce rouquin est quelqu'un d'important. Il s'appelle Ré, et il peut dire qu'Harel a dû hériter d'un talent inné de sa mère, car rien d'autre ne peut expliquer qu'un sans classe soit capable de se battre aussi bien. Cependant, Ré fait remarquer qu'Harel vient juste de battre quelques clochards, et qu'il ne devrait pas prendre la grosse tête. Si Harel veut un vrai défi, il devrait se battre contre lui. Ré dit que de cette façon, il pourra enseigner à Harel, qui n'a pas de classe, ce qu'un vrai épéiste est capable de faire. Les enfants racontent que le garçon est apparenté au chef de la garde, et Ré confirme que son père est le capitaine Evans. À ce moment-là, Harel est surpris en se souvenant de cet Evans, c'est le type qui vient sans cesse chez lui pour demander à sa mère de l'aider à chasser les démons. Harel n'a jamais accordé beaucoup d'importance à cet homme, mais cela ne fait qu'exaspérer Ré. Son père est un maître dans le maniement de l'épée, et c'est un leader puissant qui est respecté partout.
Ré est cependant extrêmement agacée, car malgré tout cela, la mère d'Arel est toujours considérée comme la meilleure épéiste du village. Il est désormais clair pour Arel que ce gamin est en colère contre sa mère et qu'il compte se venger sur lui. Mais il n'y a rien à faire, car Arel explique que c'est un fait que sa mère est la meilleure épéiste. Ré explique que les enfants héritent des talents de leurs parents, et qu'il va donc battre Arel pour prouver que sa famille est plus forte. Ré a suivi des cours d'escrime il y a seulement 1 an, mais il s'est déjà entraîné avec son père et a atteint un niveau intermédiaire. Ré est sûr qu'Arel n'a aucune chance de le battre, mais Arel fait remarquer que sa mère l'a également entraîné sans relâche. La discussion terminée, les 2 garçons croisent le fer sous le regard émerveillé des autres enfants. Pour eux, c'est comme un choc entre 2 orages, et ils se demandent si Arel est vraiment sans classe. Ce qu'ils voient n'a aucun sens, car quelqu'un sans classe ne devrait pas être capable de tenir tête à quelqu'un ayant un niveau intermédiaire. Pendant qu'ils se battent, Arel remarque que Ré est bien plus fort que les 2 autres enfants, mais que sa rage rend ses coups trop imprécis. Arel en profite pour trouver une ouverture, mais Ré utilise son double coup de lame pour repousser Arel. Ré est en fait impressionné qu'Arel ait pu bloquer le premier coup à une distance aussi proche, mais Ré a également réussi à porter le deuxième coup. Arel est choqué, car il a beaucoup combattu, mais il ne comprend pas comment Ré a pu attaquer à 2 endroits à la fois. La réponse est simple, comme l'explique Ré, il s'agit d'une technique d'attaque. Le double coup de lame est une technique qui permet de porter 2 coups en un seul mouvement, et quelqu'un sans classe comme Arel ne peut même pas rêver de s'en défendre. Arel rétorque qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, mais Ré en a assez. Il reconnaît qu'Arel a du cran, mais il ne peut pas aller plus loin. Le lendemain matin, Arel donne un coup de tête à sa sœur et explique à sa famille qu'il prévoit de suivre un entraînement spécial plus tard. Sa sœur lui dit qu'il n'a pas besoin de travailler si dur, car elle peut créer un monde où il pourra vivre dans un confort total, mais notre garçon n'est pas intéressé et s'en va. Aster s'inquiète pour lui, car il reste dehors tard tous les jours pour s'entraîner depuis qu'il est rentré à la maison couvert de bleu. Farah dit à sa fille de ne pas s'inquiéter et se souvient qu'il y a quelque chose qu'elle ignore à propos de son frère. Farah l'emmène dehors où elle lui montre un coffre rempli d'épées cassées. Ce sont toutes les épées d'entraînement qu'Arel a utilisées chaque jour, ce qui montre clairement que s'entraîner avec des enfants de son âge a réveillé sa motivation. Le fait de ne pas avoir de cours ne l'a pas ralenti le moins du monde, et au contraire, cela lui a permis de s'épanouir. Dans les bois, Arel s'entraîne une nouvelle fois à frapper et montre ce qu'il a appris, le coup à 2 lames. Il est satisfait lorsqu'il réussit à le porter. C'est alors que nous apprenons qu'Arel a combattu Ré pendant des heures et qu'il a délibérément encaissé plusieurs coups à 2 lames afin de pouvoir les maîtriser. À ce moment-là, un gobelin imprudent tente de s'approcher furtivement de lui, mais il est immédiatement éliminé par le coup à 2 lames d'Arel. Arel se prépare à poursuivre son entraînement, mais il est surpris d'entendre le rugissement d'un monstre. Il se précipite pour alerter les gardes du village, mais s'arrête lorsqu'il entend quelqu'un crier. Il n'a pas le temps d'aller chercher de l'aide, mais Arel est convaincu qu'il est désormais assez fort pour venir en aide à cette personne. Il découvre que le cri provenait de Ré, qui semblait s'entraîner dans les bois, tout comme lui. L'agresseur est un gobelin extrêmement grand, d'une taille qui ne devrait pas exister dans cette région. Ré semble avoir éliminé quelques gobelins plus petits, mais celui-ci est un énorme problème. Arel est bien conscient du danger, il réfléchit donc à la manière dont il doit se concentrer davantage sur son équilibre que sur le mouvement de son poignet lors de cette attaque. Le timing sera essentiel, mais Arel est sûr qu'il pourra sauver Ré. Ré perd espoir, car sa vie touche à sa fin, et il s'excuse auprès de son père pour avoir échoué. Cependant, à ce moment-là, Ré est stupéfait de voir le monstre être frappé par une attaque. Arel est heureux que son timing ait fonctionné, mais Ré ne va pas très bien. Sa protection divine a pris fin et il a besoin d'eau bénite immédiatement. Malheureusement, la sienne a été détruite au combat, alors Arel lui donne la sienne. Cela fonctionne et Ré parvient à récupérer, mais la seule chose qui l'intéresse est la technique qu'Arel vient d'utiliser. Arel lui explique qu'il s'agit du Twin Blade Slice, mais Ré se sent insulté et refuse de le croire. Le Twin Blade Slice est un mouvement complexe que seule sa famille peut réaliser grâce à son talent, ceux qui ne possèdent pas ce talent ne devraient pas pouvoir l'utiliser. Arel reconnaît que c'est assez complexe, mais cela signifie simplement qu'il doit consacrer plus de temps et d'efforts à son apprentissage. Ré ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Arel lui explique de manière simplifiée, toute personne ayant suffisamment de force et de vitesse peut réaliser cette attaque, à condition de trouver le bon timing. L'ironie, c'est que c'est grâce à Ré qu'Arel a pu comprendre cela. Pendant le combat, Ré a utilisé cette technique à plusieurs reprises, et c'est en la voyant et en la expérimentant qu'Arel a appris à l'utiliser. C'est tout ce à quoi Arel a pensé depuis leur combat, mais Ré n'arrive toujours pas à comprendre. Arel explique simplement qu'il déteste perdre et qu'il voulait juste s'assurer de gagner la prochaine fois qu'il se battrait. Arel s'est entraîné dur pour cela, et cela a fini par porter ses fruits. Ré finit par l'accepter et décide que si c'est vraiment l'objectif d'Arel, alors il devrait avoir leur revanche immédiatement. Arel lui a sauvé la vie et a partagé son eau bénite avec lui, alors Ré dit que c'est le moins qu'il puisse faire. Le combat commence peu après,
et Ré est stupéfait lorsque ses coups sont déviés par Harel. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que quelque chose le frappe, et Harel révèle qu'il s'agissait d'un troisième coup. Ré est furieux car le nom de l'attaque indique clairement qu'il ne devrait y avoir que 2 coups, mais Harel répond qu'il n'est pas limité comme Ré. Le coup à 2 lames d'Harel ne repose pas sur une compétence, il n'a donc aucune restriction. Contrairement à Ré, qui dépend de sa compétence, Harel peut le modifier autant qu'il le souhaite, en fonction de ses efforts. Ré a du mal à accepter tout cela et réduit tout cela à une simple imposture sans classe. Il est tout simplement illogique que la technique d'Harel soit plus forte que celle d'un véritable épéiste. Harel dit qu'ils doivent simplement continuer à tester qui est le plus fort, et Ré est tout à fait d'accord, les deux détestent perdre et sont extrêmement têtus. Ré pense qu'il a travaillé aussi dur qu'Harel, sinon plus, et il est sûr que son épée est plus rapide. Ré essaie d'observer attentivement l'attaque afin de voir le troisième coup, mais Harel est tout simplement trop rapide. Harel gagne une fois de plus et fait remarquer que c'est exactement comme leur premier combat, sauf que cette fois, c'est Ré qui est à terre. Tout ce que Ré veut savoir, c'est pourquoi l'épée d'Harel était encore plus rapide, et il se demande si c'est parce qu'Harel y allait doucement avec lui auparavant. Harel explique que ce n'est pas du tout la raison, en fait, c'est grâce à Ré qu'il s'est amélioré aussi rapidement. Après avoir vu de près la double lame raffinée de Ré, Harel a ajusté la force de son coup et l'a améliorée. Ré finit par accepter sa défaite écrasante, et Harel revendique enfin sa victoire. Quelques jours plus tard, les parents d'Harel discutent du départ de Ré pour la ville des épées. Farah y travaillait il y a des années et faisait partie d'une guilde juste avant de se marier. Cet endroit semble incroyable à Harel, qui espère s'y rendre un jour. Bien sûr, il n'a pas de classe, il ne peut donc que se demander à quel point il pourrait devenir fort sans en avoir une, et il veut le découvrir. Quelque temps plus tard, nous voyons un groupe se diriger vers la cité des épées. Parmi eux se trouvent un épéiste et un barbare, qui s'accordent à dire que cette cité est la cité rêvée pour quiconque manie l'épée. La jeune fille souhaite faire équipe avec le barbare, mais celui-ci ne la prend pas au sérieux en raison de sa tenue vestimentaire. La jeune fille explique que la vitesse est primordiale pour un épéiste maniant 2 épées, et que le fait de s'habiller légèrement lui confère un avantage stratégique. Le conducteur est ravi d'apprendre à quel point ils sont puissants, car cela sera nécessaire pour combattre la horde géante de monstres qui vient d'apparaître. Parmi eux se trouve un roi ORC, et le barbare terrifié fait remarquer qu'il faut tout un groupe pour en abattre un seul. Les autres passagers supplient les aventuriers de les aider, mais le barbare est un lâche. Il repousse la femme pour qu'elle descende de la calèche, et l'autre femme la suit immédiatement. Le conducteur pense qu'ils sont fichus, mais il est stupéfait lorsqu'un de ses passagers s'avance calmement vers les gobelins. Il s'agit d'Harel, qui impressionne les passagers en éliminant facilement une poignée de gobelins. On dirait qu'il disparaît dans les airs, mais le conducteur explique que le garçon doit utiliser une sorte de compétence de téléportation. Cette technique est incroyablement efficace pour éliminer un ennemi à la fois, mais le conducteur se demande ce qu'Harel fera lorsqu'il sera encerclé. Harel a également une réponse à cette question, puisqu'il tourne violemment sur lui-même, éliminant tout le groupe, et le conducteur n'en croit pas ses yeux. Ce gamin vient d'utiliser une technique de contre-attaque que seule la princesse épéiste de classe suprême peut utiliser, appelée « danse des lames ». Cela devrait être impossible, car la princesse épéiste est une classe que seules les femmes peuvent atteindre, ce qui l'amène à se demander qui est ce gamin fou. Sans perdre une seconde, Harel se dirige droit vers le roi des orques. Immédiatement après avoir esquivé son attaque, Harel enfonce profondément son épée dans le crâne de l'ORC, et le combat est terminé. Harel demande poliment au conducteur de poursuivre le voyage, car il souhaite simplement s'entraîner et devenir plus fort. Un enfant ne peut s'empêcher de demander à Harel quelle est sa classe, et Harel stupéfie le groupe en révélant qu'il n'en a pas. Un retour en arrière de 5 ans nous ramène à l'époque où Harel venait d'apprendre le double coup d'épée. La mère d'Harel n'arrivait pas à croire qu'il venait d'utiliser cette attaque et pensait qu'elle devait rêver. Rêver signifierait qu'elle n'avait pas accepté le fait qu'Harel n'appartienne à aucune classe, alors elle se traita de mauvaise mère. Harel lui assure qu'elle ne rêve pas et qu'il a simplement travaillé sans relâche pour reproduire le double coup d'épée tout seul. Harel est impatient de recréer d'autres compétences à force de travail, alors il demande à sa mère de lui montrer ses compétences de princesse épéiste. Il révèle son intention de se rendre ensuite dans la cité des épées pour se tester, et sa mère ne pourrait être plus heureuse. De retour au présent, Harel arrive à la cité des épées. Le conducteur remarque qu'il y a des tonnes de classes avancées dans les environs, et Harel dit au conducteur qu'il en fait partie lui aussi. Le conducteur répond qu'il n'est qu'un simple cocher, mais Harel n'est pas dupe. Ce type a été capable d'identifier instantanément les compétences des épéistes, et ce n'est pas quelque chose qu'un conducteur ordinaire peut faire. Le type finit par abandonner son rôle et révèle qu'il appartient à la classe avancée des chevaliers sacrés. Combattre sans cesse est épuisant, alors il conduit pour se reposer. La plupart des épéistes de la ville participent à des tournois et vivent de leurs gains, mais il faut faire partie d'une guilde pour y participer. Le conducteur recommande donc à Harel de s'y rendre en premier. Cela convient à Harel, car il est venu ici dans le but de combattre les guerriers les plus forts qu'il puisse trouver. Alors qu'Harel cherche une guilde à rejoindre,
Il constate qu'il en existe de nombreuses et qu'elles ont toutes leurs propres critères d'adhésion. À ce moment-là, une fille tente de le surprendre, mais elle est stupéfaite lorsqu'il l'esquive sans même l'avoir vu. La fille comprend qu'il est nouveau et lui suggère de rejoindre sa guilde. Il se trouve qu'ils ont justement une place disponible, alors elle lui montre le contrat d'adhésion. Harel a remarqué que certaines guildes semblent désespérées de trouver des membres, il décline donc son offre. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il ne regarde même pas le contrat, alors Harel lui explique que son désespoir ne peut venir que d'une petite guilde qui manque de membres. Cette jeune fille s'appelle Lilia, et elle explique que sa guilde est en fait très célèbre. Harel lui semble cependant assez têtu, alors elle lui propose un avantage supplémentaire s'il rejoint la guilde, elle lui accordera le privilège de l'inviter à sortir, mais Harel est encore moins intéressé maintenant. La jeune fille se sent insultée quand Harel lui demande quelle est la guilde la plus puissante, mais elle lui répond tout de même que c'est la Black Blood. Ils ont 8 épéistes de rang A, c'est donc là qu'Harel décide d'aller. Harel tente de s'inscrire au test d'entrée, mais on lui répond que les participants doivent être au moins de classe épéiste avancée. Le greffier éclate de rire lorsqu'Harel révèle qu'il n'a pas de classe, et lui dit de dégager de la guilde. Certains ont entendu ce qu'Harel a dit et ont pitié de lui, car aucune guilde n'acceptera quelqu'un sans classe. Harel aimerait qu'il fasse une exception afin qu'il puisse faire ses preuves lors du test, mais une voix s'élève pour dire que les règles sont les règles. Tout le monde regarde alors avec étonnement cette voix provenant d'un épéiste de rang A, ceux-ci sont assez rares, et la plupart des gens n'en ont jamais vu en personne. Harel tente sa chance dans d'autres guildes, mais il est rejeté à chaque fois. Alors qu'Harel fait face à la dure réalité du monde, il se souvient que sa mère lui a donné quelque chose, une lettre de recommandation pour son ancienne guilde. Au début, Harel pensait qu'elle exagérait, mais il se rend compte maintenant que sa mère avait probablement prédit qu'il aurait du mal à entrer dans une guilde. Lilia surgit de nulle part, car elle voit bien qu'il a du mal à trouver une guilde. Elle lui propose de rejoindre la sienne, mais Harel lui donne la même réponse qu'auparavant. Lilia finit par lui dire la vérité, expliquant que sa guilde est en fait sur le point d'être dissoute car elle n'a pas assez de membres. Elle le supplie, mais il refuse toujours, et elle ne peut que se demander si son cœur est plus froid que la glace. Lilia lui propose même de nettoyer ses chaussures s'il rejoint la guilde, mais elle constate qu'Harel est parti. Elle se jure toutefois de ne jamais abandonner. Elle le rattrape une nouvelle fois, mais Harel la rejette avant même qu'elle ait eu le temps de lui poser la question. Lilia lui explique qu'il pourrait tout aussi bien passer la voir, car sa guilde se trouve littéralement à un pâté de maison, et Harel est surpris de voir à quel point elle est grande. Lilia ne mentait pas en disant que sa guilde était célèbre, mais elle admet qu'elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Leur guilde est actuellement la plus faible de toutes, mais elle est convaincue qu'ils peuvent retrouver leur gloire d'antan. Elle déclare que la guilde des Crocs de Dragon est immortelle, ce qui stupéfie notre héros. Il s'avère que la guilde dont Lilia parle depuis le début est celle dont faisait partie sa mère. En entrant, Lilia gronde son père pour s'être encore saoulé. Il est le chef de la guilde et est connu comme le roi des 2 épées. Cependant, quelque chose ne va pas, car Harel remarque que l'homme a perdu un bras. Le chef de la guilde semble se moquer de tout et dit à Harel de partir, car sa guilde est condamnée quoi qu'il arrive. Lilia explique que son père était l'un des 2 meilleurs épéistes de la ville, mais qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a perdu son bras. Lilia est persuadée qu'Harel ne voudra pas rejoindre la guilde, mais celui-ci la surprend en acceptant. Il ne pourrait de toute façon pas rejoindre une autre guilde s'il le voulait, alors il signe le contrat. Lilia pense qu'il plaisante lorsqu'elle lit qu'il n'a pas de classe, mais Harel en a la preuve. L'attitude de Lilia change complètement lorsqu'elle apprend que son fils n'a aucune classe, et elle menace de lui couper la tête s'il ne résilie pas le contrat qu'il vient de signer. Les rôles sont complètement inversés, car Harel ne veut pas le faire, et Lilia fait remarquer qu'il est courant que tous ceux qui rejoignent une guilde aient au moins les compétences de base d'une classe, comme celle d'épéiste ou de chevalier. Lilia traite Harel d'escroc, car il se comportait de manière si arrogante lorsqu'il l'a rejeté qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il finirait par n'avoir aucune classe. Elle suppose qu'Harel ne leur sera d'aucune aide et en conclut que leur guilde est vraiment vouée à l'échec. Une fille nommée Rena arrive, et Lilia lui raconte la journée décevante qu'elle a passée. Rena est choquée de voir qu'il s'agit d'Harel, mais celui-ci n'a aucune idée de qui elle est. Rena explique qu'ils viennent du même village et qu'ils s'entraînaient même ensemble, mais cela ne dit rien à notre héros. Rena dit qu'ils se sont rencontrés il y a 5 ans, mais Harel ne l'a jamais vue auparavant et il est sûr qu'il se souviendrait d'avoir rencontré une fille aussi belle qu'elle. Rena est gênée, et Harel explique qu'il se souvient s'être entraîné avec un garçon qui avait la même couleur de cheveux qu'elle, c'était le gamin qui utilisait la technique des 2 lames, et c'était le fils du capitaine Evans. Rena le corrige en lui faisant remarquer qu'Evans n'a qu'une fille, et que c'est elle. Notre garçon prend un moment pour assimiler cette information et se rend compte que le gamin nommé Ray était en fait une fille. Il s'avère que Rena a raconté des histoires sur Harel et sur le fait qu'il était le seul enfant qu'elle n'arrivait jamais à battre. C'est pratiquement inconcevable, et Rena est certaine qu'elle ne perdra plus jamais contre Harel. Elle est devenue beaucoup plus forte au cours des 5 dernières années, alors elle défie Harel pour un autre combat. Ils se rendent à la salle d'entraînement de la guilde, et Lilia se demande si Rena va vraiment se battre contre un garçon sans classe.
Rena explique qu'Arel est en réalité incroyablement fort et déclare qu'elle doit le battre. Le combat commence avec Rena utilisant la double lame tranchante dont Arel se souvient depuis 5 ans. Son utilisation n'a cependant aucun sens, car elle devrait savoir qu'il peut la contrer avec la sienne. Arel utilise à son tour la double lame tranchante, mais il est déconcerté lorsque l'attaque de Rena le touche malgré tout. Rena réitère qu'elle est devenue beaucoup plus forte au cours des 5 dernières années et révèle que l'épée qu'elle utilise maintenant est 5 fois plus lourde que les épées conventionnelles. Grâce à la compétence de lame puissante appelée « force brute », les attaques de Rena sont plus puissantes que jamais, et elle jure de l'utiliser pour vaincre Arel. La lame puissante est une classe d'épéiste de niveau avancé, Arel reconnaît donc qu'elle a dû s'entraîner très dur pendant toutes ces années. Ses attaques ne sont pas seulement puissantes, elles sont aussi rapides que jamais. La confiance d'Arel ne vacille pas pour autant, car il affirme qu'elle a commis une erreur en lui révélant les secrets de sa force. Rena ne s'en inquiète pas, expliquant que le combat ne serait pas équitable si elle ne donnait pas un avantage à Arel. Arel répond que cela causera sa perte, car il a déjà évalué sa vitesse et qu'il n'aura même pas besoin de se soucier de recevoir d'autres coups. Rena est insultée par son arrogance, alors elle lance une nouvelle attaque et trouve une ouverture. Cependant, son coup ne touche pas sa cible, car il ne s'agissait que d'une image rémanente d'Arel, qui la frappe par derrière. L'attaque de Rena lui a semblé avoir vraiment touché sa cible, ce qui lui fait réaliser qu'Arel vient d'utiliser la technique de l'ombre. Rena est incrédule, car il s'agit d'une compétence de classe supérieure, même parmi les épéistes, et elle exige de savoir comment Arel, qui n'appartient à aucune classe, a pu y parvenir. Elle continue de l'attaquer, et Arel explique simplement qu'il a appris à se déplacer très rapidement. Rena est convaincue qu'il y a autre chose, alors Arel ajoute que cela lui a demandé beaucoup d'efforts. Arel utilise à nouveau l'arrière-image pour lancer une autre attaque, mais il remarque que Rena ne perd pas sa protection divine. C'est assez impressionnant, alors Rena explique que les épéistes puissants ont la compétence, trip, et que les attaques d'Arel ne sont pas suffisantes pour lui causer de réels dommages. Arel a également une réponse à cela, car il utilise quelque chose appelé contre-attaque. Il bat facilement Rena et explique que la contre-attaque est une compétence de contre-attaque de princesse épéiste dans laquelle sa mère est spécialisée. Arel est le vainqueur, mais Rena ne comprend pas comment elle peut encore perdre contre lui après tout l'entraînement qu'elle a suivi. Arel explique simplement qu'il a lui aussi travaillé dur, mais il est horrifié lorsque Rena se met à pleurer. Lilia gronde Arel pour l'avoir fait pleurer, mais Rena nie avoir pleuré et s'enfuit. Rena ne trompe cependant personne, car ses pleurs résonnent dans tout le bâtiment alors qu'elle s'enfuit. Après ce dont elle vient d'être témoin, Lilia accueille Arel avec joie dans la guilde. Une fois cela réglé, Arel aimerait savoir pourquoi la guilde est en si grande difficulté. En bref, elle est fortement endettée, mais Lilia lui dit de ne pas s'inquiéter. Il y a un tournoi de combat entre guildes dans une semaine, et leur dette pourra être entièrement remboursée s'ils gagnent. Ils avaient besoin de 3 personnes pour s'inscrire, c'est pourquoi ils cherchaient désespérément un nouveau membre. La guilde est clairement en mauvaise posture, et Arel est impressionné que Rena soit restée aussi longtemps. Lilia explique alors comment Rena est arrivée ici, elle a été rejetée par d'autres guildes parce qu'elle était trop jeune, mais le roi des 2 épées lui a joyeusement proposé de rejoindre sa guilde. Depuis ce jour, Rena est une membre fidèle. Arel voit clairement comment sauver la guilde, mais Lilia semble cacher quelque chose. Il est vrai que tout ce qu'ils ont à faire est de gagner le tournoi, mais elle révèle que tous les 3 devront battre un groupe de 5 personnes, et qu'ils n'ont aucune idée de la force de leurs adversaires. Lilia est cependant complètement prise au dépourvu lorsque cela rend Arel encore plus enthousiaste. Il déclare que combattre des adversaires coriaces est le meilleur moyen d'affiner sa technique, et que c'est la seule raison pour laquelle il est venu dans cette ville. Le lendemain matin, Arel se réveille fier d'appartenir à la même guilde que sa mère. Cela fait longtemps qu'il n'a pas dormi dans un vrai lit, alors il dit aux autres qu'il a dormi comme un bébé. Rein est clairement de mauvaise humeur, ce qui fait comprendre à son fils qu'elle lui en veut encore de l'avoir écrasé à l'entraînement. Lilia fait alors une annonce, soulignant que les dragons fangs ont enfin 3 membres. Ils ont désormais le nombre de personnes requis pour participer à un combat en équipe, et ils vont donc s'inscrire au concours de guilde qui aura lieu ce week-end. Elle leur rappelle que remporter ce concours leur permettra de gagner l'argent nécessaire pour maintenir leur guilde en vie. Le concours se déroule sous la forme d'un tournoi à élimination directe, et la guilde qui n'a plus aucun membre perd. Les équipes de guilde peuvent compter jusqu'à 5 membres, ils devront donc faire de leur mieux à 3. Ils sont fortement désavantagés, mais ils n'ont tout simplement pas le choix. Lilia est cependant assez confiante, car les épéistes de rang A sont assez rares et Lilia et Rena sont toutes 2 de rang B. Arel n'a aucune idée de ce que signifient ces rangs, alors il lui explique qu'il s'agit d'un classement qui indique la force d'un épéiste individuel. Il existe 4 grades au total, et sur les 500 épéistes de la ville, seuls 20 sont de grade A. Arel a réussi à vaincre Rena, donc Lilia pense qu'il est probablement de grade B lui aussi. Avoir 3 épéistes de grade B est un énorme avantage, donc Lilia pense qu'ils peuvent gagner tant qu'ils ne sont pas opposés à un épéiste de grade A. Lilia se souvient que le tableau du tournoi devrait être disponible maintenant, alors elle se précipite pour découvrir contre quelle guilde ils vont se battre.
Harel se demande où va Rena, alors elle répond avec colère qu'elle va s'entraîner comme d'habitude. Il s'intéresse à ses capacités, alors Harel lui demande quelles compétences elle possède en tant qu'épéiste puissante. Il connaît déjà la compétence appelée « force brute », alors elle lui révèle son autre compétence. Elle s'appelle « courage » et permet de prolonger la durée de sa protection divine. Ariel est très intrigué par sa capacité à renforcer la protection d'une personne et aimerait pouvoir l'apprendre. C'est alors que notre héros a une idée et surprend Rena en la suppliant de le frapper avec son épée dans son fourreau. Rena n'est pas intéressée par ce genre de choses, alors elle lui dit de trouver quelqu'un d'autre, mais Harel veut qu'elle le fasse et lui dit que c'est une chance pour eux de construire une relation. Rena répond qu'elle ne sait pas comment frapper quelqu'un de manière agréable et qu'elle préfère commencer par quelque chose de plus normal. Il y a clairement un malentendu, alors Harel explique qu'il veut qu'elle le frappe afin qu'il puisse apprendre à reproduire la compétence Gut. Cette compétence consiste essentiellement à être capable d'encaisser un coup, donc le moyen le plus efficace pour l'apprendre est d'encaisser autant de coups que possible lorsqu'il n'est pas sous la protection divine. Rena se demande si Harel est un idiot, car elle lui rappelle que les compétences sont une bénédiction de la déesse. Elles sont spécifiquement destinées aux personnes ayant une classe, et ne sont pas accessibles à tout le monde. Harel s'interroge à ce sujet depuis son enfance, et il se demande comment elle peut en être si sûre. Il lui rappelle qu'il a réussi à apprendre les compétences, Twin Blade Slice, et Shadow, et lui demande de lui donner une chance. Quelques secondes plus tard, ils sont de retour dans la salle d'entraînement où Harel veut voir son épée. Rena doute à nouveau de lui et lui rappelle que son épée est faite sur mesure. Elle est 5 fois plus lourde qu'une épée normale et elle affirme qu'Harel ne pourra jamais la manier. Harel défie alors toute logique en pointant facilement l'épée vers elle. Elle ne comprend pas comment il peut la manier sans la compétence, force brute, alors Harel lui explique qu'il possède en réalité plus que de la force brute. Tout comme Shadow et Twin Blade Slice, ce sont des compétences qu'il a acquises en s'entraînant jour après jour, jusqu'à les maîtriser parfaitement. Harel espère qu'elle est désormais convaincue et se demande si l'effort n'a vraiment aucune importance face au talent. Rena finit par accepter ses capacités et se range à son avis. Si l'effort n'avait aucune importance, elle ne serait encore qu'une épéiste moyenne. Maintenant qu'ils sont sur la même longueur d'onde, Rena accepte d'aider Harel dans son entraînement spécial. Elle n'a pas l'intention de se retenir, donc elle ne veut entendre aucune plainte. Harel apprécie son aide et la fait rougir en lui disant qu'il est fier de partager sa ville natale avec une femme aussi raffinée. Rena n'aime pas qu'on la taquine, alors elle commence immédiatement à le traiter comme un sac de frappe. Quelques heures plus tard, Lilia révèle de toute urgence qu'elle a une mauvaise nouvelle, car elle a découvert qui sera leur adversaire. Malheureusement pour eux, ils devront affronter la guilde actuellement en tête du classement, la Black Blood, qui compte 8 épéistes de rang A. Comme si cela ne suffisait pas, le chef de leur guilde, Georg, est impitoyable. Il se moque qu'il soit une petite guilde et utilisera toute la puissance de sa guilde pour les anéantir. La situation ne pourrait pas être pire, mais Lilia déclare tout de même qu'ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. Ils devront s'unir en tant qu'équipe, liés corps et âme. Bien sûr, elle est alors horrifiée de voir que c'est tout le contraire qui se produit, car il semble que ses deux coéquipiers se disputent à nouveau. Rena tente d'expliquer qu'ils s'entraînent, mais Lilia a clairement l'impression que Rena passe simplement ses nerfs sur la nouvelle recrue. Harel n'a pas écouté un seul mot, car il a simplement faim, et Rena n'arrive pas à croire que c'est tout ce à quoi il pense après la raclée qu'elle vient de lui infliger. Les jours passent et nos héros arrivent au Colisée le jour de la compétition. Le premier jour opposera Dragonfang à Black Blood, et les gens autour discutent du match. Il s'avère que personne ne savait que Dragonfang était toujours une guilde, mais cela signifie que le match opposera l'ancienne guilde dominante à la nouvelle. Les gens parient sur la victoire de Black Blood, et Rena doit empêcher Lilia d'essayer de les faire changer d'avis. Harel pense que c'est une bonne chose lorsque Lilia lui explique que les cotes actuelles sont de 20 contre 1, alors elle doit rapidement lui dire que cela signifie que personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Cependant, elle dit que cela pourrait être l'occasion idéale pour eux de faire fortune. Ils sont de toute façon complètement ruinés s'ils perdent, alors elle veut doubler la mise sur leur victoire. Lilia révèle alors qu'elle l'a déjà fait sans leur demander leur avis. Elle a contracté un autre emprunt en utilisant leur base comme garantie et a tout misé sur leur victoire. S'ils perdent, ils perdront ce qu'ils auraient perdu de toute façon. Mais s'ils gagnent, leur vie entière sera changée à jamais. Les gens ne les mépriseront plus parce qu'ils sont une guilde pauvre, et ils retrouveront leur gloire d'antan. Rena craint toujours que les choses empirent s'ils perdent, mais Lilia s'en moque et déclare que s'ils tombent, ils tomberont dans un feu de gloire. À ce moment-là, Georg s'approche d'eux, ravi de voir que Lilia fait de son mieux pour maintenir la guilde de son père à flot. Lilia suppose qu'il est là pour les rabaisser, mais Georg dit qu'il est en fait là pour les encourager. Il est attristé de voir qu'une guilde autrefois rivale a connu des moments si difficiles, et il ne souhaite rien de plus que de les voir réussir. Il révèle que c'est ce sentiment qui l'a poussé à leur venir en aide. Il leur a rendu service et a utilisé son influence pour organiser un combat entre leurs guildes. Lilia est furieuse car ce n'est pas un combat équitable, mais Georg lui explique qu'un combat entre l'ancienne et la nouvelle guilde attirera beaucoup d'attention sur eux et leur offrira une occasion en or de gagner beaucoup d'argent.
Bien sûr, il précise que cela ne vaut que si l'on parie sur le bon gagnant, et que la guilde de Lilia n'a aucune chance de battre ses épéistes de rang A. Georg éclate d'un rire maléfique, mais Lilia lui assure que son équipe va gagner. Il s'en va, et Harel, toujours observateur, a le sentiment que ce type ne souhaite pas vraiment les voir gagner. Rena a le même sentiment, car il est clair que Georg veut complètement anéantir leur guilde. Quelques instants plus tard, le match commence enfin. Georg ne figure pas sur la liste des participants, alors Harel se demande s'ils vont y aller doucement, mais Lilia lui rappelle que toute leur équipe est composée d'épéistes de rang A. Ils ne se retiennent pas, et Rena fait remarquer que leur composition est encore plus agressive que d'habitude. Harel les surprend cependant, car il n'est pas inquiet et est plutôt impatient de voir des techniques intéressantes. Pour le premier match, le membre de Black Blood nommé Gio est appelé sur scène, et il déclare qu'il va anéantir lui-même toute l'équipe ennemie. Quant au dragon fan, l'annonceuse est choquée lorsqu'elle réalise qu'ils vont envoyer Harel, qui n'appartient à aucune classe. Tout le public est stupéfait et pense que le fait qu'il n'appartienne à aucune classe doit être une erreur. Gio n'arrive pas à croire qu'ils doivent combattre un perdant sans classe, car c'est une énorme perte de temps pour un combattant de rang A comme lui. Le match commence, et la foule explose de joie lorsque Gio utilise son dash instantané pour enfoncer Harel avec sa technique de coup critique. Lilia est horrifiée pour son ami, mais Rena lui dit de regarder attentivement. Il s'agissait en fait de la technique de l'ombre d'Harel, mais Gio n'est pas un idiot. Il connaît cette technique, et devine donc que le vrai Harel se trouve derrière lui. Malheureusement, ce n'est qu'une autre image rémanente, et pour aggraver les choses pour Gio, Harel parvient à donner l'impression qu'il y en a deux en même temps. Gio ne s'inquiète pas pour autant, car il prévoit de les attaquer tous les deux avec Blink Dash, mais il est stupéfait lorsqu'il voit un autre Harel derrière lui. Gio combat rapidement les trois, mais le quatrième Harel apparaît de nulle part pour le transpercer, et Harel dit qu'il était le vrai depuis le début. Gio est fini, car il n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse créer trois images rémanentes, mais Harel dit que ce n'est rien. Sa mère en crée toujours au moins 5 pendant son entraînement avec elle, et elle ne se donnait même pas à fond contre lui. Sur ce, toute la foule applaudit lorsqu'Harel, qui n'appartient à aucune classe, est déclaré vainqueur. Lilia n'a jamais douté de lui, mais Rena n'arrive pas à croire qu'il ait pu vaincre si facilement un épéiste de rang A. Tout le monde dans le Colisée est impressionné par lui, mais Harel n'est jamais satisfait. Il pense qu'il n'a pas réussi à imiter parfaitement le coup critique de Gio et décide qu'il a encore beaucoup à apprendre. Harel est prêt à passer à autre chose, mais tout le monde dans la foule n'arrive toujours pas à croire qu'il n'appartienne à aucune classe. Il ne devrait pas être possible pour un sans classe de battre un combattant de rang A, alors tout le monde se demande comment il y parvient. Harel se débarrasse ensuite rapidement de son deuxième adversaire, qui manie deux armes, en utilisant sa technique de double lame. Son troisième adversaire est un combattant hors pair qui utilise une petite lame, mais Harel parvient à le vaincre facilement. Les acclamations de la foule ne font que s'intensifier, et les filles sont désormais stupéfaites de voir qu'Harel vient d'écraser 3 combattants de rang A sans avoir dépensé beaucoup de temps ni d'efforts. Lilia commence à croire qu'il peut réussir un balayage parfait, mais Rena n'est pas à l'aise à l'idée de laisser Harel faire tout le travail. Lilia, en revanche, est plus que confortable, car elle sait qu'elle n'aurait aucune chance contre les combattants de rang A. Harel est leur seul espoir, c'est pourquoi elle l'encourage comme si sa vie en dépendait. Elle crie, plus que deux, encore et encore, et elle convainc Rena de se joindre à elle. Le prochain adversaire d'Harel est un colosse nommé Kanta, qui parvient à repousser Harel à la seule force de ses muscles. Kanta refuse de croire qu'Harel n'appartient à aucune classe, mais Harel s'en moque éperdument. Il est plus intéressé par le combat lui-même, car les épéistes équipés d'un bouclier comme celui-ci sont difficiles à battre. Il ne parvient pas à porter de coups critiques à Kanta, alors Harel décide qu'il devra épuiser sa protection divine petit à petit. Kanta n'arrive pas à comprendre comment Harel parvient à tenir tête aux combattants de rang A, alors Harel lui explique qu'il a dû payer un prix énorme. Il a dû sacrifier tout son temps et tous ses efforts et consacrer toute sa vie à l'apprentissage de techniques. Kanta déclare que les efforts ne mènent pas loin dans la vie et que les personnes ayant une classe finiront toujours par gagner. Kanta fait alors semblant de vouloir attaquer avec son épée et passe immédiatement à une attaque avec son bouclier. Harel est cependant là pour l'arrêter d'un coup de pied, et il se dit que tout cela est grâce à sa compétence de prévoyance. Parmi tout le répertoire de princesse épéiste de sa mère, la prévoyance était la compétence qu'il avait eu le plus de mal à acquérir. Harel parvient finalement à retirer le bouclier de Kanta, mais ce dernier est préoccupé par autre chose. Il a reconnu le coup de pied qu'Harel vient d'utiliser, et Harel révèle qu'il vient de l'apprendre en imitant le barbare qu'il a combattu plus tôt. Bien sûr, Harel ne peut s'empêcher d'être critique envers lui-même, car il souligne que la rotation de sa hanche et l'angle de son pied n'étaient pas parfaits. Harel réessaie en donnant un puissant coup de pied à la poitrine de Kanta, mais Kanta refuse de croire qu'il puisse imiter des compétences. Harel concède qu'il existe certaines compétences complexes qui nécessitent beaucoup plus de pratique pour être maîtrisées, mais il y en a d'autres qu'il peut généralement exécuter après les avoir vues une seule fois. Harel décide de lui donner un exemple et surprend Kanta en ramassant son propre bouclier.
Kanta se sent insulté et refuse de laisser Harel prendre son bouclier, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas le choix. Harel esquive facilement ses attaques maladroites et utilise la technique de coup de bouclier de Kanta pour l'envoyer s'écraser au sol. Harel est ravi de voir que le coup de bouclier s'accorde parfaitement avec le dash clignotant qu'il vient d'apprendre, car il a porté un coup puissant. Kanta est stupéfait d'avoir été vaincu par sa propre technique, mais il s'évanouit et Harel est déclaré vainqueur. Cette fois-ci, la foule n'applaudit même pas, tant son enthousiasme a laissé place à une incrédulité totale. La force d'Harel leur fait peur, d'autant plus qu'il n'a pas encaissé le moindre coup lors de son dernier combat. Ils sont désormais encore plus sceptiques quant au fait qu'Harel n'appartienne à aucune classe et sont convaincus qu'il s'agit d'une erreur. Leur incrédulité se transforme rapidement en rage lorsqu'ils pensent que la direction a commis une erreur, et ils exigent la disqualification d'Harel. C'est alors que l'annonceur révèle que les administrateurs du tournoi viennent de prendre une décision sans précédent. Ils vont divulguer publiquement l'identifiant de classe d'Harel afin que tout le monde puisse constater la vérité par lui-même. Harel ne s'y oppose pas, car il souhaite simplement continuer à se battre. Les organisateurs sortent donc une boule de cristal pour confirmer que son identifiant de classe est légitime. Le test confirme qu'Harel est certifié sans classe, ce qui signifie que la foule est témoin d'un événement sans précédent. L'outsider sans classe réalise l'impossible, et le public éclate à nouveau en applaudissements tonitruants. Les filles sont de plus en plus convaincues qu'Harel peut remporter le tournoi à lui seul, et Lilia regrette que Rena ne lui ait pas dit plus tôt à quel point Harel était fort. Si elle l'avait fait, elle aurait pu vendre encore plus de produits et contracter davantage de prêts. Rena dit qu'elle ne pensait pas non plus qu'Harel pourrait aller aussi loin, et elle se demande quel genre d'entraînement il a suivi ces 5 dernières années. Lilia se rend compte qu'elle va devoir se préparer pour ce qui se passera après le combat. Rena suppose qu'elle parle d'une fête d'après-combat, mais elle est stupéfaite lorsque Lilia révèle qu'il s'agit de se marier avec Harel. Lilia a pris la décision de l'épouser, même s'il perd et doit fuir les usuriers qui se lanceront à leur poursuite. Il est désormais clair pour elle que la renaissance de la guilde est plus que possible tant qu'elle parvient à retenir Harel. À ce moment-là, on annonce que le dernier épéiste de la Lame Noire va maintenant entrer en scène. Il s'agit du maître épéiste Masa, et Harel est stupéfait de voir que cet homme manie une épée courbée à la lame fine. C'est un katana, et Rena explique que Masa est un samouraï de classe avancée. Rena n'en a jamais vu auparavant, et Lilia n'a jamais entendu parler de cet homme comme étant membre de la Lame Noire. Cet homme est manifestement très dangereux, et il est l'arme secrète de la Lame Noire. Le combat commence, et Harel est pour la première fois sur ses gardes, car il sent à quel point Masa est dangereux sans même avoir dégainé son épée. Harel comprend immédiatement qu'il est trop risqué de s'approcher, et Masa le félicite pour son sens de l'observation. Masa révèle qu'il savait déjà qu'il ne pourrait pas gagner avec des attaques normales, et que son plan était donc d'attirer Harel vers lui. Une fois qu'il serait assez proche, Masa comptait mettre fin au combat avec son attaque ultime. Soudain, Masa est surpris de voir Harel s'approcher de lui-même après avoir révélé sa stratégie. Il dit qu'Harel est en train de creuser sa propre tombe, mais Harel fait remarquer qu'ils sont dans une impasse tant qu'il ne fait pas le premier pas. Plus important encore, Harel veut voir son attaque ultime. Masa est extrêmement intrigué par Harel, mais malheureusement, il lui révèle qu'il lui sera impossible de voir son attaque ultime. Au moment où il l'activera, Harel se retrouvera simplement face contre terre. Cela ne fait qu'exciter davantage Harel, qui explique qu'il a également confiance en sa propre vitesse. Au fond de lui, cependant, Harel ne peut s'empêcher de penser à quelque chose. Masa n'a toujours pas dégainé son épée, il en déduit donc que la technique ultime doit commencer ainsi. Harel ne peut même pas imaginer ce que cela pourrait être, il décide donc de commencer par une image rémanente. Il rejette cependant rapidement cette idée lorsqu'il se rend compte que la perception de cet homme est si aiguë qu'il la verrait immédiatement. Au final, le combat commencera dès qu'il entrera dans le champ d'action de Masa, et celui qui sera le plus rapide l'emportera. Harel fait un dernier pas, obligeant Masa à utiliser son attaque ultime, mais il est stupéfait quand Harel disparaît. Masa est certain qu'Harel n'était pas une image rémanente à ce moment-là, ce qui signifie qu'Harel s'est déplacé plus vite que sa lame. Harel apparaît de manière surprenante derrière lui et félicite Masa pour sa rapidité. Masa est la personne la plus rapide qu'il ait vue dans la ville, mais Harel dit qu'il a été formé par quelqu'un d'encore plus rapide que lui. Harel utilise alors Piercing Tempest pour porter plusieurs coups à la fois, et Lilia reconnaît qu'il s'agit de la technique ultime d'une princesse épéiste. La foule, quant à elle, n'a même pas pu voir l'attaque, et Harel est déclaré vainqueur. Cela signifie que la compétition est terminée et qu'elle a été remportée par Dragon Fan dans un spectaculaire balayage. Bien sûr, certaines personnes dans la foule sont furieuses, car beaucoup d'entre elles avaient parié sur la victoire de Black Blood, le favori, mais les filles ne pourraient pas être plus heureuses. Lilia remercie vivement Harel pour tout, mais il n'est pas du genre à faire la fête. Lilia n'en revient pas qu'il ait esquivé son étreinte, alors Harel explique que l'habitude de l'esquiver les gens qui se jettent sur lui. Lilia n'est toutefois pas contrariée, car leur guilde est désormais sauvée et ils ont en plus gagné beaucoup d'argent. Rena semble également prête à l'étreindre, mais elle se reprend et explique qu'elle s'est simplement laissée emporter par l'excitation.
Harel veut qu'elle enlève son armure s'ils doivent s'étreindre, mais il fait semblant de ne rien avoir dit lorsqu'elle ne l'entend pas. Lilia, quant à elle, propose d'enlever tout avant de s'embrasser, mais Harel l'évite une fois de plus. À proximité, Georg déborde de colère. Il n'arrive pas à croire que sa guilde vienne de perdre contre un minable sans classe, et il jure de faire payer Harel. Ce soir-là, nos héros célèbrent leur victoire durement gagnée. Le festin est somptueux, et Lilia déclare qu'il n'y a rien de tel qu'un verre pour fêter une victoire. Harel n'arrive pas à croire quel est l'âge légal pour boire, et ses deux autres héros doivent se contenter de jus de fruits. Lilia aimerait toujours épouser Harel et lui dit d'arrêter d'être si timide. Harel la rejette pour la 100e fois et explique que cela n'a rien à voir avec la timidité. Lilia lui rappelle qu'elle est une femme plus âgée, prête à prendre soin de lui. Mais Harel répond qu'il préférerait épouser quelqu'un comme Rena. Bien sûr, les deux filles sont stupéfaites par cette déclaration audacieuse, mais Rena ne le croit même pas. Elle lui dit de trouver un meilleur mensonge pour repousser Lilia, mais Harel insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Il se demande pourquoi Rena ne le croit pas, alors elle lui révèle que les gens ont toujours dit qu'elle se comportait comme un dur. Sa vieille coupe de cheveux garçonne n'aidait pas plus que le fait qu'elle manie toujours l'épée. Même Harel pensait qu'elle était un garçon, et Rena admet qu'elle n'a aucun charme féminin. Harel regarde certains de ses charmes féminins et ne peut s'empêcher de la contredire. Mais cela n'a pas d'importance, car Rena lui rappelle qu'elle aspire à devenir la plus forte épéiste et qu'elle n'a pas le temps de se soucier de sa féminité. Pendant ce temps, Lila est complètement choquée par l'inconscience de Rena. Rena a été bénie par les dieux, mais elle ne sait même pas comment utiliser les armes les plus puissantes de son arsenal. C'est parfait pour Lilia, car cela signifie que Rena ne représente aucune menace pour elle. Elle bondit immédiatement, proposant à Harel de lui faire un massage dans sa chambre pour l'aider à se détendre, mais Rena en a assez de son indécence. Lilia promet qu'elle est innocente, mais son visage dit clairement le contraire. Harel préférerait une fois de plus que Rena l'aide à se détendre, et Lilia n'en revient pas de sa détermination. Rena accepte de l'aider, mais son idée de la détente consiste plutôt à s'entraîner davantage. Rena fait remarquer que cela ressemble plus à de la torture qu'au massage auquel elle pensait. Harel explique cependant que c'est beaucoup plus important pour lui. Être poussé physiquement au bord de la mort est le seul moyen pour lui de maîtriser la technique du gut. S'il veut apprendre cette technique, il doit subir des coups comme personne n'en a jamais vu. Harel dit qu'il ne peut pas y arriver sans l'aide d'un ami à la fois compétent et digne de confiance. C'est là que Rena entre en jeu. Rena est flattée qu'il la considère comme digne de confiance, mais le frapper à plusieurs reprises alors qu'il est sans défense est assez brutal. À ce moment-là, le père ivre de Lilia arrive pour demander à tout le monde de faire moins de bruit afin qu'il puisse enfin s'endormir, et il exige de savoir ce qui cause tout ce remue-ménage. Il suppose qu'ils s'entraînent par frustration parce qu'ils viennent d'être écrasés lors du tournoi, mais Lilia révèle qu'ils ont en fait remporté leur match contre les Black Blood. C'est impossible à croire si on ne l'a pas vu de ses propres yeux, alors il suppose que les Black Blood ont dû envoyer leurs débutants contre eux. Lilia le corrige rapidement, expliquant que tous leurs adversaires étaient en fait des combattants de rang A. Son père a du mal à y croire, mais son incrédulité ne fait qu'empirer lorsque Lilia révèle qu'Harel a en fait battu tous leurs adversaires à lui seul. Le père de Lilia s'appelle Rod, et il ne peut que se demander si ce nouveau venu dans sa guilde est vraiment aussi fort. Lilia finit par annoncer la bonne nouvelle et révèle à son père qu'ils ont gagné plus d'argent qu'il n'en fallait pour couvrir les frais de fonctionnement de la guilde. Grâce à Harel, leur guilde est sur le point de retrouver sa gloire d'antan. Malheureusement, Rod pense qu'elle est beaucoup trop optimiste et lui rappelle la dure réalité de ce monde. Il a déjà vu cela se produire à maintes reprises et explique qu'une personne aussi forte qu'Harel sera très vite débauchée par une guilde plus importante. Celle-ci lui offrira de l'argent et du pouvoir, et leur guilde se retrouvera très vite à nouveau en difficulté. Lilia explique fièrement qu'elle s'est également occupée de cela, car elle et Harel vont se marier. Elle va immédiatement le retenir afin qu'il ne puisse pas quitter la guilde, mais Harel lui rappelle qu'il n'a jamais promis de se marier. Rod est toujours aussi déprimé et dit à sa fille d'abandonner. Essayer de sauver la guilde est inutile, il veut donc qu'elle fasse quelque chose de mieux de son temps. Just et Harel prennent enfin sa défense. Il dit que même si Lilia est peut-être une idiote sans aucune intelligence, elle vaut toujours mieux qu'un loser qui abandonne et ne fait rien. Rod est insulté par cette attaque manifestement directe, mais Harel ne peut que se demander quand Rod va cesser de broyer du noir et commencer à agir en fonction de son âge. Harel fait remarquer que Rod peut toujours manier l'épée avec son seul bras restant, mais cela met Rod hors de lui. Il s'empare agressivement d'Harel et affirme qu'il ne sait absolument rien de sa situation, quelqu'un comme lui, qui appartient à la classe des doubles épéistes et qui ne peut pas manier deux épées, ne dispose plus que d'un tas de compétences inutilisables. On n'a qu'une seule chance d'acquérir une compétence, donc sans pouvoir utiliser la sienne, Rod se dit désormais complètement inutile. Harel admet ne pas connaître sa situation exacte, mais il a lui aussi connu des difficultés. Il est né sans classe et ne possède aucune compétence propre. La frustration de Rod atteint son paroxysme, alors il s'en va. Harel est étonné, car il sent à quel point Rod est incroyablement fort malgré les compétences qu'il a perdues.
Arel est sûr qu'il pourrait encore être un puissant épéiste, et il ne peut s'empêcher de penser que Rod est en train de gâcher son talent. Lilia le remercie tout de même, car elle pense que les paroles d'Arel ont peut-être touché Rod. Elle espère que cela encouragera son père à agir, et Rena reconnaît que Rod est en réalité quelqu'un de très bien. Il lui suffit de retrouver sa passion pour se remettre en selle en un rien de temps. Arel attend cela avec impatience, car il aimerait que Rod lui enseigne certaines de ses techniques. Rod n'est peut-être plus au sommet de sa forme, mais Arel est convaincu qu'il a encore beaucoup à apprendre d'un épéiste double comme lui. Il est désormais évident qu'Arel ne pense qu'à acquérir autant de compétences que possible, alors Lilia lui suggère d'essayer d'aller dans un donjon. Rena est choquée d'apprendre qu'il ne sait même pas ce que c'est, alors les filles lui expliquent qu'il y a un énorme donjon sous Sword City et que c'est un endroit rempli de pièges. Les donjons regorgent également de toutes sortes de monstres, ce qui rend Arel impatient d'y aller. Rena est également partante, car elle souhaite acquérir de l'expérience au combat en vue du prochain tournoi du dieu de l'épée. Bien sûr, Arel ne sait pas non plus de quoi il s'agit, et les filles se rendent compte que ce garçon de la campagne ne connaît rien à la ville. Comme son nom l'indique, le tournoi du dieu de l'épée détermine qui est le meilleur épéiste. C'est le plus grand combat de la ville des épées, et tous les meilleurs épéistes du monde entier viennent dans la ville pour y participer. Lila savait déjà qu'Arel voudrait y participer, alors elle a pris la liberté de lui procurer un formulaire d'inscription. Il ne lui reste plus qu'à signer, mais Lilia est stupéfaite quand Arel le déchire en deux. Rena pensait qu'il voudrait participer, mais Arel fait remarquer que Lilia, qui est rusée, essaie simplement de lui faire signer un certificat de mariage. Lilia prétend qu'il s'agit d'une petite blague innocente, mais Arel la punit en lui faisant une prise d'étranglement. Ailleurs, nous voyons que quelqu'un les observe attentivement. Il s'agit d'une personne qui travaille pour Georg, et elle révèle qu'Arel et ses amis se rendront demain au donjon. Georg dit que cela tombe très bien, car il a un plan. Il va leur tendre un petit piège dans le donjon et personne ne pourra remonter jusqu'à lui. Georg refuse de laisser quiconque l'empêcher de se venger et rit comme un maniaque diabolique. Le lendemain matin, Lilia se prépare à charmer notre héros et est certaine qu'il ne pourra pas résister. Elle prévoit de le réveiller avec un petit baiser, mais Arel se réveille et se demande ce qu'elle essaie de faire. Lilia dit à son futur mari de se détendre, mais elle hurle de douleur lorsqu'il commence à lui écraser le crâne. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse être aussi méchant avec une belle jeune fille comme elle, mais il lui fait remarquer qu'elle ressemble davantage à une harceleuse. Lilia ne comprend pas pourquoi ses efforts ne fonctionnent pas sur un jeune homme comme Arel, d'autant plus qu'une fille sexy comme elle se jette à ses pieds. Notre héros est cependant incroyablement discipliné et n'est pas intéressé. Malheureusement, Lilia se fait de fausses idées lorsqu'il la tâche. Elle se demande si c'est vraiment ce qui l'intéresse, mais Arel la laisse simplement dans la poussière. Arel se rend directement chez Rena, qui le laisse entrer dans sa chambre. Il veut que Rena aille chercher Lilia, mais celle-ci s'est déjà rendormie. Elle parle aussi dans son sommeil et rêve qu'elle annonce à son père qu'elle est enfin devenue une Power Bladesman, tout comme lui. Elle veut être félicitée, alors Arel s'exécute et lui tapote la tête. Il est assez évident que Rena est une fille à papa, mais le calme du moment est interrompu par les cris de Lilia. Rod arrive pour voir ce qui se passe, mais Lilia est gênée et lui dit de sortir. Plus tard, le groupe arrive au donjon souterrain. Arel pensait que ce serait plutôt une grotte, et il est surpris de voir autant de monde autour. C'est parce que le tournoi du dieu de l'épée approche à grands pas, et que tous ces gens essaient d'acquérir plus d'expérience au combat, tout comme eux. À l'intérieur, Lilia explique qu'un saut de téléportation permet aux gens de se rendre à l'étage de leur choix. Cependant, ils ne peuvent se rendre qu'au niveau où ils sont déjà allés. Lilia, par exemple, peut descendre jusqu'au niveau 12, et Rena peut aller jusqu'au niveau 14. Arel se demande s'il peut aller au niveau 14 s'il accompagne Rena, mais ce n'est pas le cas. La magie du saut ne permet aux gens de se rendre qu'à un niveau où ils sont déjà allés personnellement. Arel est assez déçu par cette nouvelle, car il voulait combattre immédiatement des monstres puissants, mais il n'y a rien à faire. Lilia dit que ce n'est pas un problème, car elle le guidera par le chemin le plus court et qu'ils iront directement aux niveaux inférieurs. Le fait que Lilia soit son guide signifie que Rena peut partir seule, mais Rena pensait qu'ils pourraient tous y aller ensemble. La rusée Lilia lui rappelle qu'il n'y a pas besoin de deux guides, et son ton change rapidement. Elle se demande si Rena a un problème avec le fait qu'elle soit le guide d'Arel, mais ce n'est pas le cas. Cela règle la question dans l'esprit de Lilia, qui emmène donc Arel avec elle et lui dit qu'ils peuvent trouver un endroit tranquille pour reprendre là où il s'était arrêté ce matin. Arel réaffirme toutefois clairement ses intentions. Il veut que Rena les accompagne, et Rena accepte avec joie. Après avoir été téléporté, le groupe se retrouve rapidement aux prises avec des monstres armés d'armures vivantes. Arel bloque facilement l'une de leurs attaques, mais ces créatures sont incroyablement rapides, et l'une d'elles manque de prendre Arel au dépourvu. Il reconnaît leur rapidité malgré leur armure lourde, mais Arel ne s'en inquiète pas le moins du monde. Il arrache la tête de l'un d'eux et se dit qu'aucune de leurs compétences n'a rien d'extraordinaire. Arel est toutefois surpris lorsqu'il se rend compte qu'il ne suffit pas de leur arracher la tête pour les vaincre. Il continue de bouger sans tête, alors Rena fait remarquer qu'il s'agit d'armures vides qui bougent grâce au pouvoir magique du donjon.
Ils ne ressentent aucune douleur et n'ont aucune faiblesse. Arel est cependant assez intelligent et détermine instantanément que la meilleure façon de les vaincre est de viser leurs jambes. Lilia se réjouit lorsqu'il en abat un, mais la créature continue de bouger. C'est assez effrayant, mais elle est désormais inoffensive, et Rena a également fini de combattre la sienne. Elles ne bougent plus, mais elles vont bientôt commencer à se régénérer et les attaquer à nouveau. Arel se rend compte que cela signifie qu'ils peuvent les combattre encore et encore, et que ce serait parfait pour s'entraîner au maniement de l'épée. Lilia s'exclame que ce fut un combat très difficile, mais les deux autres lui font rapidement remarquer qu'elle n'a rien fait. Lilia répond qu'elle n'a pas cherché à rester en retrait, mais qu'elle n'avait rien à faire car Arel et Rena étaient trop rapides. Cela amène Arel à se demander quelle est la classe de Lilia, et elle révèle fièrement qu'elle est escrimeuse. Elle propose d'enseigner à Arel toutes les techniques qu'il souhaite apprendre et promet de lui montrer chaque petit détail. Bien sûr, notre garçon n'aime rien de plus qu'apprendre de nouvelles techniques, alors il pense à la classe avancée qui va au-delà de l'escrime. Il s'agit du cours de princesse épéiste, le même que celui de sa mère, ce qui signifie que Lilia ne lui est d'aucune utilité. Lilia est dévastée, car les compétences seraient la seule chose qu'il attendrait d'elle, mais elle révèle qu'il y a certainement quelque chose qu'elle peut lui enseigner. Lilia dit calmement qu'elle peut lui enseigner la compassion, mais Arel l'ignore et s'éloigne. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide et trouvent un homme gravement blessé. Il explique qu'il vient d'entrer dans une pièce pour la première fois et qu'il a été victime d'un piège très dangereux. C'est assez courant ici, alors notre groupe décide de l'aider à sortir du donjon. Mais l'homme refuse, car il révèle que ses amis sont toujours dans la pièce et qu'ils sont toujours en danger. Il ne veut pas les abandonner, alors il supplie nos héros de les sauver. Rena propose immédiatement son aide, mais Lilia dit qu'ils doivent réfléchir un instant. Rena est d'accord pour dire qu'ils doivent élaborer un plan, mais ce n'est pas ce que Lilia voulait dire. Au contraire, Lilia montre une fois de plus qu'elle est une personne horrible en voulant négocier avec le garçon. Elle déclare qu'il ne devrait pas faire quoi que ce soit sans compensation adéquate, et Arel n'arrive pas à croire que c'est la même personne qui allait lui enseigner la compassion. Lilia fait remarquer que dans le donjon, c'est chacun pour soi et que les gens doivent payer le prix lorsqu'ils demandent de l'aide. À ce moment-là, le type reconnaît Lilia grâce à des magazines. Lilia explique fièrement qu'elle a fait l'objet d'un numéro spécial de Beautiful Swordswoman et commence à penser qu'elle est en train de devenir célèbre. Malheureusement pour elle, le type a en fait lu un article disant que Lilia était une idiote et qu'elle appartenait à une guilde honteuse. Lilia est furieuse et décide qu'il devrait simplement se débarrasser de ce type, mais celui-ci révèle qu'il est prêt à payer. Il s'agit d'argent qu'il a gagné au jeu, et Lilia accepte rapidement le paiement. Arel a un problème, mais cela n'a rien à voir avec l'argent. Cela concerne le type lui-même, car Arel ne peut s'empêcher de penser qu'il a trop de sang sur les mains. Lilia ne trouve pas cela étrange, car elle fait remarquer que les gens saignent lorsque leur protection divine prend fin, et que tout le monde n'est pas aussi robuste que lui. Ils ont toutefois reçu le paiement, et Lilia dit qu'ils peuvent maintenant les aider. L'homme leur montre le chemin. Arel ne parvient toujours pas à se débarrasser de son mauvais pressentiment, car il se souvient d'une fois où il avait perdu autant de sang que cet homme. Arel ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins marcher, sans que de l'eau bénite ne le guérisse d'abord. C'est pourquoi Arel en conclut que les blessures de cet homme sont fausses. Arel ne sait pas ce qu'il a en tête, mais il pense que cela pourrait être amusant, alors il décide de jouer le jeu. Ils arrivent à l'entrée de la pièce cachée, mais les filles ne voient aucun signe des amis du type. Le type semble inquiet, mais Arel ne sent aucun danger dans les environs. Rena se demande s'ils ne sont pas arrivés trop tard, et Lilia panique en voyant une énorme mare de sang dans la pièce. Mais au lieu de s'inquiéter, elle est simplement contente de trouver une pièce d'or et de ne pas repartir les mains vides. Lilia se précipite pour la ramasser, mais cela active un sort. Arel dit que ce n'est pas bon signe et Rena comprend qu'il s'agit d'un piège de téléportation. L'homme annonce qu'il s'appelle Dil et qu'il est heureux de voir que Lilia est aussi cupide que le disent les rumeurs. Il admet les avoir trompés et s'excuse en disant qu'il ne faisait que son travail. Malheureusement, il est choqué lorsqu'il se retrouve enfermé dans la pièce et que le sort s'étend à lui. Personne ne lui a dit que le piège téléporterait tout ce qui se trouvait dans la pièce et il se retrouve lui aussi pris au piège. Ils sont tous téléportés dans une pièce sans issue et Rena n'a jamais rien vu de tel auparavant. Cela signifie qu'ils se trouvent probablement encore plus bas que le 14e étage et qu'ils ne savent pas à quel danger ils vont être confrontés. Lilia exige que Dil leur explique ce qui se passe, mais elle panique après avoir accidentellement donné un coup de pied à sa pièce d'or. À ce moment-là, ils doivent tous être en alerte, car la pièce fait briller une lumière autour d'elle. Dil explique qu'il a simplement reçu l'ordre de les conduire à un certain endroit afin qu'ils déclenchent un piège de téléportation dont ils ne peuvent s'échapper. Le piège les a envoyés au niveau le plus bas du donjon, où des dieux de l'épée de niveau avancé les attendent. L'un de ces dieux de l'épée apparaît devant eux, mais Lilia pensait que cette classe n'était qu'un mythe. Cependant, elles n'ont pas le temps de réfléchir, car Arl la force à se baisser pour éviter que la tête de Lilia ne soit tranchée par l'attaque du dieu de l'épée. L'attaque détruit complètement le mur derrière elle, et les filles ne peuvent que se demander quel genre de compétence insensée vient d'être utilisée. Arel, quant à lui, semble tout savoir à ce sujet.
Il révèle que cette compétence s'appelle la Divine Air Slice, une compétence de dieu de l'épée qui produit des attaques tranchantes d'un autre monde. Lilia n'arrive pas à croire qu'il puisse créer une attaque aussi terrifiante à une telle distance, mais ce n'est pas tout. Le dieu de l'épée fait preuve d'une vitesse et d'une puissance incroyables, écrasant presque Arl contre un mur. La jeune fille craint pour sa vie, mais Arl explique que passer autant d'heures à acquérir cette compétence en valait la peine. Le dieu de l'épée a projeté Arel contre un mur qui l'a même détruit, mais cela n'a pratiquement pas épuisé la protection divine d'Arel. Arel parvient à créer un peu d'espace, mais le dieu de l'épée est terrifiant. Il possède une version supérieure du Blink Dash d'Arel, appelée Divine Step, et Arel n'a aucun doute sur le fait que cette créature est un dieu de l'épée de classe super avancée. Alors que n'importe quelle personne normale serait terrifiée, Arel se rend compte que c'est l'occasion idéale pour lui de se tester. Les autres n'arrivent pas à croire qu'il pense cela, et Arel disparaît en un instant. Il lance une offensive, et les filles n'ont jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Lila est cependant choquée lorsqu'elle réalise que la flèche doit avoir appris le Divine Step du dieu de l'épée. À ce moment-là, le monstre libère sa véritable puissance, provoquant la chute de tout le monde au sol. Ils ne peuvent même plus bouger et toute leur énergie leur est retirée. Étonnamment, Arel reste debout et n'est absolument pas affecté. C'est parce qu'il a vécu la même chose à chaque fois qu'il s'entraînait avec sa mère. Au début, il lui était difficile de l'accepter, mais après s'être entraîné sans relâche avec elle pendant des années, Arel a réussi à y résister. Sa mère a été impressionnée lorsqu'il a finalement réussi à ne pas s'effondrer sous l'immense pression de son pouvoir, mais Arel a admis que cela n'avait pas été facile. Il avait toujours l'impression qu'il pouvait s'écrouler à tout moment, et il lui fallait toute son énergie pour rester debout. Sa mère lui a ensuite enseigné davantage sur la technique qui se cachait derrière. Elle lui a expliqué qu'après avoir utilisé une technique de présence divine pour figer son adversaire, on utilisait généralement une autre technique appelée « rupture infinie », juste après. Elle lui avait déjà montré cette attaque et Arel s'en souvenait comme d'une attaque terrifiante à grande vitesse. Arel a fait remarquer qu'il n'aurait aucun moyen de se défendre contre cette attaque, car il lui fallait déjà toute son énergie pour rester debout, mais sa mère s'en moquait. Elle était implacable lorsqu'elle l'entraînait, mais elle lui promit d'essayer d'y aller doucement cette fois-ci. Arel ne tarda pas à lui rappeler qu'elle était vraiment mauvaise pour ajuster la force de ses attaques, mais elle lui assura qu'elle ferait attention. Malheureusement, elle échoua à nouveau en utilisant toute la puissance de l'attaque, rupture infinie, contre lui et détruisit presque toute la forêt. Arel remercie cependant sa mère, car son entraînement intensif l'avait préparé à ce moment précis. Il voit l'attaque infinie que le monstre s'apprête à utiliser, alors il le distrait avec la pièce d'or de Lilia. Arel s'envole alors dans les airs et révèle qu'il a passé des années à apprendre à utiliser lui-même la technique infinie. Il la déchaîne sur le dieu de l'épée et réduit le monstre en morceaux. Lilia ne pourrait être plus fière de son mari, alors il doit à nouveau lui rappeler qu'il ne se marie pas. Après cela, Rena veut désespérément savoir comment Arel a pu utiliser une compétence de dieu de l'épée. Lilia répond qu'elle a vécu dans cette ville toute sa vie et qu'elle-même n'a jamais vu de dieu de l'épée. La réponse est bien sûr simple, car Arel révèle que sa mère est un dieu de l'épée. Les filles sont choquées, mais Rena se rend compte que sa mère faisait juste semblant d'être une princesse de l'épée dans le village. Arel explique que sa mère n'aime tout simplement pas attirer l'attention et que tout ce qui lui importait, c'était sa famille. Rena y réfléchit et se dit que si elle avait su qu'Arel était le fils d'un dieu de l'épée, elle ne l'aurait jamais défié il y a toutes ces années. Arel dit qu'il est content que sa mère ait gardé le secret, car sinon, il ne serait jamais devenu ami avec Rena. Rena est prise au dépourvu, mais Lilia gâche leur petit moment en leur rappelant qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Une nouvelle lumière apparaît, ce qui enthousiasme Arel à l'idée d'affronter un autre adversaire puissant, mais cette fois-ci, il s'agit d'un sort de téléportation. Il pense que c'est le moyen de s'échapper, alors Lilia dit à Dil de les accompagner. Dil est surpris, car il pensait qu'il serait sûrement laissé derrière ou battu en guise de punition, mais ce n'est pas le cas. Lilia dit qu'Arel a réussi à combattre un adversaire puissant après être descendu ici, alors elle est prête à fermer les yeux sur le mauvais comportement de Dil pour cette fois. Dans un bar, Rod repense à ce qu'Arel a dit, à savoir qu'il peut encore se battre avec un seul bras. Rod n'y croit pas et pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. À ce moment-là, il entend des types se vanter de tout l'argent qu'ils ont reçu pour avoir piégé des imbéciles dans un piège de téléportation. Au début, ils semblent se sentir mal d'avoir laissé Dil derrière eux, mais ils finissent par en rire. Il s'avère qu'ils ne lui ont pas dit que le sort téléporterait tout ce qui se trouvait dans la pièce afin qu'ils puissent tous obtenir une plus grande part du paiement. Il traite la guilde Dragonfang de pathétique pour avoir connu une telle fin, mais Rod surprend la conversation de ces idiots. Rod exige d'en savoir plus, mais ils disent au vieil homme de dégager. L'un d'eux se rend cependant rapidement compte que cet homme est en fait l'ancien chef de Dragonfang. Rod est furieux, il brise leur table en morceaux et exige de savoir ce qu'ils ont fait à sa précieuse fille. À ce moment-là, Georg arrive. Rod lui dit de s'occuper de ses affaires, et Georg lui fait remarquer qu'il est toujours aussi turbulent. Rod comprend rapidement que Georg doit être impliqué,
mais Georg fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Il dit qu'il est en fait juste là pour donner une nouvelle à Rod par pure gentillesse. Certains membres de la guilde de Georg ont vu Lila et ses amis entrer dans une pièce cachée dangereuse dans le donjon, alors il est venu en informer Rod. Rod n'est pas dupe, cependant, et dit avec colère que le fait que Georg lui ait pris son bras ne semble pas lui avoir suffi. Georg veut aussi prendre sa fille. Rod tente de l'attaquer dans un accès de rage, mais celui-ci l'esquive. Le monde de Rod s'écroule alors qu'il appelle sa précieuse Lilia, mais il est stupéfait lorsqu'elle arrive au bar. Elle et ses amis sont là pour faire la fête, mais Rod est simplement heureux de la voir en vie. Georg est horrifié, cependant, et Lilia dit que c'est de sa faute s'ils ont failli perdre la vie. Heureusement, Harel a réussi à vaincre le dieu de l'épée, et ils sont revenus sains et saufs. Georg refuse de croire qu'Harel était assez fort pour vaincre un monstre aussi puissant, mais Harel lui assure que c'est bien ce qui s'est passé. Dil a tout avoué et a révélé que Georg était derrière tout cela. Georg l'admet, mais explique qu'il n'a rien fait de mal. Tout cela s'est passé dans un donjon et les règles stipulent que chacun est responsable de sa propre sécurité là-bas. Rod déclare que Georg ne s'en tirera pas comme ça, mais Georg traite Rod d'ivrogne. Il dit qu'un clochard comme lui ne peut rien faire et quitte le bar. De retour à sa guilde, Georg met sa chambre sans dessus-dessous, furieux que son plan n'ait pas fonctionné. Harel et son ami ne devraient pas être en vie, et cela ruine son objectif de vie. Après la disparition de la princesse épéiste et après avoir vaincu le roi aux 2 épées, Georg était sûr qu'il serait couronné comme le plus fort des épéistes. Cependant, il doit désormais affronter un inconnu sans classe qui est pourtant assez fort pour vaincre des superclasses. Georg est submergé par la haine qu'il éprouve pour Harel et il n'arrive pas à croire que cette stupide guilde dragon fan tente à nouveau de lui voler son titre. Georg a patiemment attendu dans l'ombre des prodiges pendant des années et il frappe le mur à l'idée de ne jamais atteindre son objectif. Juste à ce moment-là, une brume recouvre sa chambre et une voix sombre commence à lui parler. Elle provient d'une épée mystérieuse qui est apparue derrière lui et qui dit pouvoir sentir la rancœur sinistre et puissante de Georg. L'épée aspire au chaos que la vengeance de Georg va déclencher, alors elle dit qu'elle exaucera le vœu que Georg désire désespérément. Peu après, Lilia explique que les tableaux préliminaires du dernier tournoi ont été publiés, mais elle n'en est pas satisfaite. C'est le pire scénario possible, car elle se retrouve dans le même tableau qu'Harel, et nous devrons finir par l'affronter. Bien sûr, Harel est bien plus fort qu'elle, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas participer à l'événement principal cette année encore. Harel ne savait même pas que la coupe du dieu de l'épée comportait des préliminaires, alors Rena lui explique qu'il y a tout simplement trop de personnes qui veulent y participer. C'est pourquoi le tournoi principal sera composé des vainqueurs de chaque poule préliminaire. Les rêves de Lilia de devenir une déesse de l'épée sont ruinés, mais heureusement, ses amis sont là pour la réconforter. Harel dit que son niveau est si bas qu'elle a eu de la chance d'être admise dans le tournoi, mais Lilia lui fait remarquer que ce ne sont pas des paroles réconfortantes. Quant à Rena, elle se trouve dans une autre catégorie. Elle est soulagée de ne pas avoir à affronter Harel, mais elle aura de toute façon des adversaires coriaces. Ses tentatives précédentes n'ont pas été couronnées de succès, mais cette fois-ci, Rena est sûre qu'elle passera au moins les éliminatoires. Harel la taquine en lui disant qu'elle aura quelque chose à raconter à son papa dans sa lettre, mais Rena ne se rend même pas compte qu'il la taquine. Au contraire, elle reconnaît que son papa sera fier d'elle, mais elle se rend vite compte qu'elle s'emballe et dit qu'elle est une adulte qui appelle son père, papa. Pendant ce temps, Lilia se motive pour le combat à venir. Elle déclare que les chances sont contre elle, mais qu'elle n'abandonnera jamais. Lilia est déterminée à devenir plus forte, alors elle annonce aux autres qu'ils retourneront au donjon aujourd'hui. Harel se demande s'il doit y aller aussi, alors elle lui rappelle qu'il doit les accompagner car ils auront besoin de lui pour sauver la situation si quelque chose de grave se produit. Rod arrive après avoir appris qu'ils se rendent au donjon, et leur dit d'être prudents. Il est possible que Georg tente de leur tendre un autre piège, il demande donc à Lilia de s'enfuir dès qu'elle sentira un danger. Lilia accepte très sérieusement de faire ce qu'il dit, mais Rod est un peu gêné. Il a été un si mauvais père ces derniers temps qu'il ne peut même pas imaginer ce qu'Harel pense de lui. Agir comme un père protecteur maintenant pourrait ne pas sembler sincère, étant donné qu'il ne se souciait de rien auparavant. Heureusement, Rod explique qu'il est prêt à se reprendre en main et à arrêter de boire. Il le fait pour devenir un meilleur épéiste et un meilleur père, et Harel est heureux de voir cette amélioration chez lui. Quelques jours plus tard, le tournoi du dieu de l'épée commence enfin. Le Colisée est bondé et les fans encouragent leur épéiste préféré pendant la compétition. Lilia perd presque immédiatement et exprime sa déception, car elle pensait atteindre la finale cette année. Harel arrive pour la réconforter comme d'habitude et lui fait remarquer qu'elle était vouée à perdre quoi qu'il arrive, même si elle n'avait pas été placée dans la même poule. Lilia n'a même plus la force de discuter avec lui et se traite de grosse perdante, mais Harel lui dit quelque chose de réconfortant cette fois-ci. Il dit que c'est dommage qu'elle ait perdu, car il avait hâte de l'affronter, mais Lilia ne le croit pas. Elle passe toutefois à autre chose et souligne que le prochain tour est la finale. Lilia reconnaît la force d'Harel, mais lui conseille de rester sur ses gardes. Son prochain adversaire possède des compétences très particulières, dont beaucoup sont mystérieuses,
et Harel devra donc être prudent. Harel ne s'inquiète pas trop de ses compétences uniques, car il a déjà vu la plupart des compétences dans le donjon, mais Lilia lui dit qu'il se trompe. Tout ce qu'il a vu jusqu'à présent n'était que des compétences d'escrime, et son prochain adversaire possède des compétences qui vont au-delà. Harel est bien sûr perplexe, car il s'agit du tournoi du dieu de l'épée, alors Lilia lui révèle que la classe de son prochain adversaire est celle d'épéiste magicien. Cela signifie qu'elle est capable d'enchanter son épée avec de la magie lorsqu'elle se bat. Harel ne peut s'empêcher de se demander si la participation d'un magicien à un tournoi d'épéiste est contraire aux règles, mais ce n'est pas le cas. Lilia explique que la classe à laquelle on appartient n'a en réalité aucune importance, et que la seule condition pour participer est d'être inscrit dans une guilde. Cela semble logique pour Harel, car il a lui aussi été autorisé à participer alors qu'il n'appartient à aucune classe. Harel est appelé sur scène, alors Lilia lui souhaite bonne chance. Quand Harel arrive, son adversaire décide de mettre les choses au clair dès le départ. Elle explique d'emblée que sa classe de magicienne épéiste est une classe équitable et acceptable. Elle entend sans cesse des plaintes à ce sujet, alors elle précise clairement qu'elle ne veut pas entendre d'excuses pathétiques après sa défaite, comme dire que l'utilisation de la magie est injuste. Comme toujours, Harel s'en moque éperdument, car il veut juste se battre et il aimerait beaucoup voir ses compétences. Il dit que le meilleur combattant gagnera et que c'est tout ce qui compte. La jeune fille se présente sous le nom de Krista, et le combat commence. Krista ne perd pas de temps et utilise immédiatement la magie en lançant des boules de feu. Harel les esquive toutes avec brio, mais les attaques de Krista semblent interminables. Même lorsqu'Harel parvient à réduire la distance qui les sépare, Krista réussit à le repousser. Harel prend un moment pour admirer son style de combat, car il est très pratique. Elle peut passer sans effort des attaques à courte distance à celles à longue distance grâce à sa magie et à son épée. Krista reconnaît qu'elle est assez puissante et déclare qu'une personne sans classe comme Harel n'a aucune chance de la battre. Harel répond qu'elle est certes unique, mais souligne qu'il y a un problème. Avoir deux moyens d'attaquer est très pratique, mais au final, elle ne maîtrise aucun des deux. Ni son maniement de l'épée ni sa magie ne sont à la hauteur d'une classe avancée classique. Krista est bien sûr insultée, mais elle est sûre qu'il changera d'avis après avoir vu sa prochaine compétence. Elle active son épée magique, et Harel est impressionné par sa lame recouverte de flammes. Krista explique qu'il s'agit d'une compétence qui imprègne son épée de magie, et qu'il s'agit de la lame ultime que seuls les épéistes magiques peuvent utiliser. Le visage d'Harel reste impassible, alors Krista se contente de l'attaquer. Elle parvient à envoyer de grandes flammes depuis son épée, qui repousse Harel. Krista est très satisfaite d'elle-même, et les commentateurs sont impressionnés par la puissance de l'attaque. Pendant ce temps, Harel réfléchit au fait que les mouvements erratiques de Krista lui permettent difficilement de deviner d'où viendront ses prochaines attaques. C'est une compétence assez impressionnante, et Harel doit admettre que cela pourrait être la lame ultime une fois qu'elle sera pleinement maîtrisée. Krista est ravie de voir qu'il commence enfin à comprendre, mais Harel répond que rien n'a changé. Ce ne serait la lame ultime que si elle était parfaitement maîtrisée, mais il souligne que Krista ne la maîtrise pas encore. Harel montre désormais sa domination totale en bloquant facilement toutes ses attaques d'un seul bras. Il explique que si les compétences de base de Krista à l'épée étaient au moins meilleures que celles de Lilia, cela aurait pu être assez efficace. Malheureusement pour elle, ce n'est pas le cas, et Harel peut donc facilement se défendre. Krista en a assez de ses insultes, alors elle le traite de loser sans classe. Cependant, le combat est déjà terminé aux yeux d'Harel, qui utilise son double tranchant, et Krista est choquée de voir son enchantement de flamme disparaître complètement. Avant même qu'elle ne puisse bouger d'un pouce, Harel utilise un dash instantané pour se placer derrière elle et la met KO d'un seul coup à l'arrière de la tête. Harel est tout de même reconnaissant, car Krista lui a montré une grande habileté, et il reconnaît une fois de plus qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la ville des épées. La foule devient alors folle de joie lorsqu'Harel est déclaré vainqueur du 4e bloc. Comme toujours, Harel se moque de l'attention qu'on lui porte et se demande plutôt s'il peut apprendre la magie en suivant un entraînement spécial. Quelques jours plus tard, Lilia réveille son père pour aller assister à l'événement principal du tournoi du dieu de l'épée afin qu'il puisse encourager Harel. Elle insiste pour qu'il l'accompagne après qu'il lui ait dit d'y aller sans lui, et il lui explique qu'il ne voudrait pour rien au monde se retrouver là-bas. Lilia lui fait remarquer que les guildes dont les membres participent à l'événement principal ont droit à des places avec une vue imprenable, et qu'ils n'auront pas d'autre occasion comme celle-ci de sitôt. Mais cela ne le fait pas changer d'avis, alors Lilia change d'approche. Elle dit que Rod doit simplement avoir peur de croiser Georg là-bas, mais cela met Rod en colère. Il répond avec colère qu'il n'a pas peur et donne la vraie raison pour laquelle il ne veut pas y aller. La veille, il a tenu l'épée pour la première fois depuis longtemps et s'est rendu compte d'une chose. Il est tellement rouillé qu'il aurait du mal à gagner le tournoi du dieu de l'épée. Bien sûr, cela agace Lilia au plus haut point, car beaucoup de gens ont du mal à se qualifier pour le tournoi principal, mais lui est contrarié de ne plus être capable de remporter la victoire finale. Lilia dit simplement à son père qu'il l'accompagnera, même si elle doit l'attacher et le traîner jusqu'à l'endroit. Sur le chemin, Lilia explique que même si Rod le nie, il serait probablement venu seul sans en parler à personne.
Il se demande comment elle peut savoir cela, alors elle lui explique que c'est grâce à l'autre personne qui participe à la compétition. Un flashback montre comment Rod s'entraînait avec Rena. Rena avait beaucoup de mal à le battre, mais Rod lui disait toujours qu'elle était meilleure que la veille. Rena était toujours ravie de l'entendre, et Rod lui rappelait sans cesse de continuer à se dépasser. Lilia est persuadée que Rod adore voir les membres de sa guilde gravir les échelons, et qu'il ne manquerait pour rien au monde la participation de Rena au tournoi. C'est parce qu'elle est son élève depuis le plus longtemps, et Rod ne peut le nier. Au lieu de cela, il se contente de faire remarquer que Lilia est devenue très semblable à sa mère. Dans le Colisée, Rena tremble de nervosité, et Harel l'embarrasse en lui demandant si elle va bien. Rena aimerait qu'il ne la surprenne pas ainsi, mais Harel est simplement inquiet car il ne l'a jamais vue aussi agitée. Rena lui fait remarquer qu'il s'agit du plus grand tournoi de la ville, et qu'il est donc naturel d'être nerveux. Pour aggraver les choses, dans le tournoi principal, les participants ne découvrent leur adversaire qu'au moment où le combat commence. Il n'y a aucune chance d'élaborer une stratégie, ce qui rendrait nerveux même les meilleurs combattants. Harel suppose simplement qu'elle est nerveuse à l'idée de l'affronter au premier tour, mais elle manque de le frapper au visage pour avoir mal interprété la situation. À ce moment-là, il est temps d'annoncer les participants du premier match. À la surprise générale, la première personne appelée est le champion de l'année dernière, Georg, l'empereur de l'épée. Rena ne savait même pas que Georg participait, et le plus surprenant, c'est que son adversaire sera Harel, qui n'appartient à aucune classe. Rena se surprend elle-même lorsqu'elle prend la main d'Harel, sans même pouvoir trouver une bonne raison pour le faire. Rena nie l'avoir fait simplement pour lui tenir la main et lui souhaite simplement bonne chance tout en lui disant d'être prudent. Harel est calme et serein comme toujours lorsqu'il la remercie, et il lui dit qu'il la verra plus tard. Lilia l'encourage depuis les gradins et lui dit de botter les fesses de son adversaire. Harel, cependant, est choqué lorsqu'il voit à quel point Georg a changé, tout le public l'est également, car il semble s'être transformé en une sorte de monstre. Il ne ressemble presque plus à lui-même, et les autres ne peuvent que se demander ce qu'il s'est passé. À ce moment-là, Rod remarque quelque chose d'effrayant en voyant l'épée de Georg. Il avertit désespérément Harel de rester loin de Georg et lui explique qu'il tient la pire épée imaginable. En effet, cette épée renferme un puissant démon. Georg est impressionné, car il ne pensait pas que quelqu'un reconnaîtrait l'épée, et il se demande si Rod fait partie de la cour impériale. Georg et Rod se connaissent depuis des années, alors Lilia se demande pourquoi il ne reconnaît pas son père. Rod sait pourquoi et explique que Georg a été possédé par le démon scellé à l'intérieur de l'épée. La légende raconte que la lame utilisée par le dieu de l'épée pour éliminer le démon était maudite par une rancune. Elle était censée être conservée sous bonne garde dans le dépôt royal, il se demande donc comment elle a pu arriver ici. Le démon rit en soulignant que le sceau qui le retenait a simplement été brisé. Il a attendu des centaines d'années jusqu'à ce que tous ceux qui se souvenaient de lui soient morts et que son histoire soit tombée dans l'oubli. Il savait que quelqu'un finirait par rechercher son pouvoir, il n'avait donc qu'à attendre qu'il vienne le libérer. Cette personne était Georg, mais il est parti depuis longtemps, et le démon se présente sous le nom de Durgilda. Son heure est enfin venue, et il compte bien en profiter pour semer autant de chaos que possible. Rena a déjà entendu parler de Durgilda, et elle fait remarquer que c'est un nom qu'elle devrait reconnaître grâce à ses cours d'histoire. C'est un démon qui aurait été invoqué par une divinité maléfique dans les temps anciens. À l'origine, on pensait qu'il s'agissait d'un mythe, mais il est désormais clair que tout cela était vrai. Le public se souvient également de la légende et est terrifié, car c'est lui qui a exterminé d'innombrables personnes dans la ville. Le démon a été impitoyable, mettant fin à des milliers de vies, et toute la foule se précipite hors du Colisée, craignant pour sa vie. Durgilda ne pourrait être plus satisfait, car les cris de peur et de désespoir sont une musique pour ses oreilles. Malheureusement, cela ne suffit pas à compenser les siècles d'ennui qu'il a endurés, alors il en veut plus. Il veut qu'il ressente plus que de la peur, alors il active un sort qui plonge le ciel dans l'obscurité. Mais ce n'est pas tout, car cela crée également une barrière dans le Colisée qui empêche quiconque de sortir. La foule supplie qu'on la laisse sortir, mais il n'y a aucun espoir. Tout cela est l'œuvre du démon, mais Lilia se demande s'il est vraiment capable d'accomplir quelque chose d'aussi puissant. Durgilda continue de se délecter des cris, affirmant qu'il n'aime rien de plus que d'entendre leurs pleurs pathétiques pendant qu'il les massacre. Il est cependant choqué de voir qu'Harel est toujours debout devant lui. Il n'a aucune idée de qui est cet enfant, alors il traite Harel d'imbécile qui semble toujours vouloir le défier malgré sa puissance suprême. Durgilda se demande si Harel a perdu la tête ou, plus probablement, s'il ne se rend tout simplement pas compte à quel point un démon comme lui est hors de sa portée. Harel répond qu'il n'en est rien, car il a simplement sorti son épée parce qu'il est convaincu de pouvoir vaincre Durgilda. Durgilda trouve cela amusant, alors Harel lui rappelle qu'il y a longtemps, il a été battu par le dieu légendaire de l'épée. Cela signifie que Durgilda n'est pas invincible comme il semble le croire. Durgilda admet avoir été tué par un dieu de l'épée, mais cela n'a pas grande importance. Il explique que, d'après ce qu'il peut voir dans l'esprit de Georg, le dieu de l'épée qu'il a vaincu n'est plus de ce monde. Il est mort il y a longtemps,
Il n'y a donc plus personne capable de le vaincre. Harel n'est pas du tout impressionné par ce démon, car il dit qu'il y a 2 points sur lesquels il doit le corriger. Premièrement, un dieu de l'épée existe toujours. Deuxièmement, même s'il n'est pas lui-même un dieu de l'épée, Harel est convaincu qu'il peut encore battre Durgilda. Durgilda trouve cela absurde, mais il est surpris quand Harel l'attaque en un clin d'œil. Il ne s'y attendait pas du tout et il n'arrive pas à croire qu'Harel ait réussi à utiliser la technique du pas divin. Harel ne répond même pas et continue d'attaquer, et Durgilda trouve absurde qu'il soit capable d'utiliser le pas divin. Seul un dieu de l'épée devrait posséder cette technique, alors il demande à Harel comment il a réussi à l'utiliser. Harel refuse de lui dire et lance une série d'attaques, mais Durgilda en a assez de son insolence. Il rappelle à Harel qu'il est également dans le corps d'un empereur de l'épée, et il choque même Harel en lui assénant une attaque dévastatrice. Durgilda annonce sa victoire en déclarant que le combat était un jeu d'enfant, mais il est stupéfait lorsqu'il se rend compte qu'Harel n'a pas été affecté par l'attaque. Il ne comprend pas comment cela est possible, alors Harel lui révèle simplement que c'est grâce à la compétence, courage. Les innombrables jours d'entraînement spécial avec Rena ont été un succès total, et cette compétence a transformé son corps en un véritable tank. Durgilda attaque sous le coup de la colère, mais Harel le repousse facilement. Harel utilise alors la compétence, rupture infinie, qui déclenche un nombre infini d'attaques. Harel se déplace si vite qu'il semble y avoir un nombre infini d'Harel, et Durgilda est stupéfait lorsqu'il se rend compte qu'il est submergé. Il subit des dégâts importants et conclut que cette attaque qu'Harel vient d'utiliser est sans aucun doute la même compétence que celle du dieu de l'épée qu'il a combattu il y a toutes ces années. Cependant, l'esprit de Durgilda refuse de le croire, car il est impossible que ce simple enfant soit un dieu de l'épée. Harel lui rappelle une fois de plus qu'il n'est pas un dieu de l'épée, mais simplement une personne sans classe. Il dit cependant que Durgilda avait raison d'être submergée, et Harel met fin au combat d'un dernier coup décisif. Durgilda s'écroule sur la scène, et la foule se demande si le démon est encore en vie après tout cela. Ils avertissent Harel de ne pas s'approcher trop près, mais celui-ci peut voir, d'après les blessures de Durgilda et l'absence de protection divine, qu'il ne peut plus se battre. La foule devient plus folle que jamais, car Harel vient de leur sauver la vie en vainquant un véritable démon. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis des siècles, et ils viennent d'assister à cet exploit devant leurs yeux, accompli par Harel, un personnage sans classe. Durgilda est toujours en vie, cependant, et il refuse d'être à nouveau enfermé. Il se rend compte qu'il n'a d'autre choix que de battre en retraite. Il doit s'échapper d'Harel à tout prix afin de pouvoir attendre quelque part et retrouver tous ses pouvoirs. La seule façon d'y parvenir est de se transférer dans un autre humain. Il doit trouver quelqu'un capable de s'enfuir sans encombre, et il jette son dévolu sur Rod. Pendant ce temps, Lilia se réjouit que tout le monde soit en vie, mais Rena fait remarquer qu'ils vont devoir annuler le tournoi pour l'instant. Lilia est d'accord, car il serait trop difficile de continuer avec une scène en désordre. Soudain, Harel doit sauver Rena qui est sur le point d'être frappée par l'épée démoniaque, et Rod protège Lilia. Lilia dit à ses amis inquiets qu'elle va bien et explique que c'est uniquement grâce à son père qui l'a sauvée. Elle remercie son père, mais est bientôt terrifiée lorsque Rod pointe la lame de l'épée démoniaque sur son cou. Rena est également effrayée, car Harel fait remarquer que Durgilda a possédé Rod, et Durgilda ordonne à Lilia de se lever. Harel regrette de ne pas avoir compris plus tôt que l'épée était le corps principal de Durgilda, et il aurait préféré l'attaquer plutôt que Georg. Durgilda lui fait remarquer qu'il est désormais trop tard, mais Harel répond qu'il le vaincra à nouveau. Durgilda lui dit qu'il n'y parviendra pas, car cette fois-ci, Harel n'a d'autre choix que de le laisser partir. Si Harel tente ne serait-ce que de l'attaquer, Durgilda promet de mettre fin à la vie de sa femme sous ses yeux. Harel ne manque pas l'occasion de rappeler à toutes les personnes présentes dans le Colisée que Lilia n'est pas sa femme, mais Durgilda refuse de se laisser berner. Il rappelle à tout le monde qu'il est capable de voir les souvenirs de la personne qu'il possède, et les souvenirs de Rod montrent que Lilia lui a dit qu'elle et Harel allaient se marier. Lilia se rend compte qu'elle est dans de beaux draps pour avoir menti, alors elle évite simplement le regard d'Harel. Heureusement, ces mensonges ne font que faciliter la décision d'Harel, qui déclare qu'il mettra fin à leur vie à tous les deux en même temps. Rena tente de le calmer, et Durgilda n'arrive pas à croire qu'Harel se moque complètement de Lilia. Harel ne mâche pas ses mots et souligne que les gens ne peuvent être considérés comme des otages que s'ils ont réellement de la valeur. Lilia pleure sous le poids de ses paroles blessantes et lui dit que c'est la chose la plus dure qu'il ait jamais dite à son sujet. Durgilda exige de connaître la vérité, alors Lilia avoue qu'Harel n'est pas son futur mari et que ce n'était qu'un vœu pieux. Elle veut juste vivre, alors elle implore son pardon, mais Durgilda est furieuse. Harel, quant à lui, n'éprouve aucune pitié pour elle, car elle est seule responsable de cette situation en mentant tout le temps sur leur mariage. Harel n'est toutefois pas sans cœur, et il explique pourquoi il peut être si détendu dans une situation pareille. Il révèle que Durgilda ne pourra pas faire de mal à Lilia, quoi qu'il fasse. Durgilda rit de cette idée et déclare qu'il n'hésiterait pas à mettre fin à la vie de Lilia. Il est prêt à le prouver à cet instant même, mais il est choqué lorsque son bras l'empêche de le faire. Durgilda tente désespérément de l'envoyer dans l'au-delà, mais Rod refuse de le laisser faire.
Rod rappelle à Durgilda que c'est son corps, et il libère Lilia tout en disant au démon qu'il ne gagnera pas. Rena est complètement perdue, alors Harel lui explique que, contrairement à ce qui est arrivé à Georg, le corps de Rod n'a pas changé du tout après avoir été possédé. Georg est devenu un monstre, mais Rod lutte clairement contre cela de l'intérieur. Lilia est émerveillée et déclare que son père a dû être plus fort que Durgilda pendant tout ce temps. Durgilda ne comprend pas pourquoi Rod le rejette, d'autant plus qu'il sait ce que Rod désire le plus. Rod aspire à avoir suffisamment de pouvoir pour retrouver sa gloire d'antan, et le démon lui explique qu'il peut lui donner cela. Rod admet qu'il aurait pu être plus tenté par cette offre il y a seulement 2 jours, mais il explique qu'Harel lui a rappelé quelque chose. Harel a montré que n'importe qui peut retrouver sa gloire passée à condition de travailler d'arrache-pied pour y parvenir. Rod a été incroyablement inspiré par la détermination sans faille d'Harel, et il peut désormais dire avec confiance au démon qu'il n'a pas besoin de lui. Rod parvient à se séparer de Durgilda et jette l'épée. Harel est ravi de voir que l'épée démoniaque se dirige droit vers lui, et il la frappe instantanément. Une seule attaque ne suffit cependant pas, alors Harel la frappe des milliers de fois et réduit l'épée démoniaque en poussière. Tout le monde regarde notre héros avec une admiration absolue, mais Harel s'en moque et est simplement heureux que le démon soit définitivement vaincu cette fois-ci. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.